Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Écoutez, c'est toujours plus agréable de commenter les vraies voix de l'été, de les commencer, avec un temps estival au programme de ces vraies voix de l'été. Malheureusement, une tragédie sur laquelle nous allons devoir revenir dans quelques instants. Évidemment, sur Sud Radio, des débats. On va beaucoup débattre. On va retourner à l'école alors que l'école est fermée pour les vacances. Et puis, on va d'abord vous présenter nos 3 vraies voix du jour sur Sud Radio. Nous sommes avec Bernard Cohen-Haddad. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes chef d'entreprise, président du think tank Étienne Marcel. Tiens, un des premiers maires de Paris, mais qui a mal fini, malheureusement pour lui. Bon, le pouvoir exécutif. Trop honnête. Oui, le pouvoir exécutif était encore plus brutal à l'époque, faut quand même le dire aussi. Nous sommes avec Laurent Jacobelli également. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes député de la Moselle, porte-parole du Rassemblement national. Et nous sommes également avec Karim Abed en duplex sur Sud Radio. Bonjour à vous. Et bienvenue Karim Abed. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Il y a peut-être un léger décalage à cause du courant. Ce serait ironique dans la mesure où vous êtes vous-même le secrétaire général de la CGT Énergie sur l'ouest de l'Île-de-France. CGT Énergie, pour vous venez plutôt du côté du secteur gazier ou du secteur électrique ? Non, les deux. Je suis secrétaire général donc sur l'énergie, donc c'est les industries électriques et gazières, donc dans l'ouest parisien. Dans l'ouest parisien, on est bien d'accord. On va essayer de vous retrouver avec une liaison un tout petit peu meilleure, au moins pour le son. On s'en occupe, on va vous retrouver. Sachez qu'on est ravis en tout cas de vous accueillir. Nous sommes au programme aujourd'hui avec un programme particulièrement chargé. Vous avez tous été à l'école. Personne n'a connu l'époque où on portait une blouse. On est d'accord à l'école ? Non, si. Oui, je suis le plus vieux. Écoutez Bernard Cohen-Haddad, c'était bien ou pas ces blouses ? Je ne garde pas un souvenir impérissable. Oui, effectivement, le seul souvenir que j'en ai, c'est sur le film La Guerre des boutons, festival chef-d'œuvre cinématographique. La vôtre était de couleur. Vous aviez une blouse, c'était l'uniforme de l'époque. C'est pour ça que je vous en parle. Le ministre de l'Éducation nationale, le tout nouveau Gabriel Attal, veut instaurer le port de l'uniforme à l'école. En tout cas, dans le cadre d'une expérimentation dans les villes qui seraient volontaires. Vous voudriez le porter ou vous voudriez que les enfants le portent ou pas, Bernard Cohen-Haddad ? Ça fait partie du débat. Justement. Je n'ai pas de religion. Est-ce que ça va créer une égalité ou une inégalité supplémentaire ? Est-ce que ça permet de mieux travailler ? Je pense qu'on va en débattre ensemble. On va en débattre aussi avec vous. Vous êtes plutôt pour ? Oui, pour. Et d'ailleurs, nous avons fait une proposition de loi à l'Assemblée nationale sur ce thème. Curieusement, d'ailleurs, les équipes de M. Attal l'avaient refusé à l'époque. À l'époque, écoutez, elles ont changé d'avis, peut-être. En tout cas, on va voir aussi, et on va en parler avec Béranger, qui nous appelle au 0826 300 300 depuis la Dordogne. Bonjour Béranger. Bienvenue à vous Béranger. Bonjour à tous, bonjour les vraies voix. Vous serez notre vraie voix du jour. Quand vous dites bonjour aux vraies voix, vous dites bonjour à vous-même aujourd'hui, puisque vous allez nous accompagner pendant un bon moment dans cette émission. Tiens, vous venez d'où dans la Dordogne ? Périgord ? Oui, Périgord, Nord, Sarlat plus exactement. Sarlat, c'est magnifique. Bon, il y a beaucoup de touristes en ce moment quand même, non ? Oui, je dirais pas qu'il y en a trop, mais il y en a beaucoup, oui. Il y en a beaucoup. Mais écoutez, en même temps, c'est tellement beau, Sarlat-la-Canéda, ce serait dommage de ne pas y aller quand il fait beau, on est d'accord ? Oui, tout à fait, oui. Bon, qu'est-ce que vous pensez du port de l'uniforme à l'école de votre côté ? Moi, il y a une petite notion qui me dérange dans l'uniforme. Je suis plutôt favorable, je le dis d'entrée. Et c'est cette appellation d'uniforme, parce que dans l'imaginaire collectif, uniforme, ça renvoie quand même à un uniforme militaire. Ça rappelle un petit peu ces choses-là. Oui. Et si on appelait déjà ça simplement une tenue scolaire réglementaire, on va évidemment trouver un nom. En France, on est très fort pour trouver des noms et des acronymes. Ça passerait déjà un petit peu mieux. Et la deuxième petite remarque que je me permets, c'est que la tenue réglementaire, l'uniforme, donc on a l'impression que l'uniforme est là pour pallier les inégalités. Le mot a été prononcé il y a quelques instants par un de vos invités. Mais il faudrait aussi s'attaquer aux inégalités elles-mêmes. C'est-à-dire que faire en sorte que des gamins qui effectivement des fois portent sur eux des tenues des baskets des pieds à la tête valent plusieurs centaines d'euros, alors que d'autres effectivement ont des problèmes financiers, les parents en particulier. Effectivement. Peut-être s'attaquer aussi
vraies inégalités et pas seulement se contenter de les masquer par une tenue scolaire. Eh bien, on va en débattre avec vous et avec nos vraies voix sur Sud Radio. Les inégalités aussi, le racket par moment, ça peut arriver, le harcèlement scolaire et les atteintes, pourquoi pas, tiens, à la laïcité, notamment dans le cadre de l'école. C'est un sujet auquel, pourquoi pas, pourrait répondre le port de l'uniforme à l'école. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Vous votez sur Twitter et vous nous appelez 0826 300 300. C'est au programme dans le débat des vraies voix à partir de 17h30. Mais tout de suite, malheureusement, direction le Bas-Rhin. Les vraies voix Sud Radio. Direction le Bas-Rhin, c'est le drame du jour. 11 corps ont été retrouvés dans ce gîte qui abritait notamment des personnes en situation de handicap. Elles n'ont pas échappé aux flammes, ces 11 personnes. Nous sommes avec le député MoDem de la circonscription où ce drame s'est produit. Bonjour Hubert Roth. Bonjour. Vous êtes sur place, vous étiez il y a quelques instants encore avec la Première ministre Elisabeth Borne. C'est évidemment une scène de désolation à laquelle vous avez assisté. Oui, un bâtiment qui était organisé sur 2 niveaux, un rez-de-chaussée qui était en mesure, en tant que gîte, d'accueillir des personnes, ainsi que l'étage avec sa mezzanine. Il faut savoir que l'étage ainsi que la mezzanine qui était au-dessus, sous les combles, tout cela a disparu sous la violence des flammes, et donc il nous reste le rez-de-chaussée qui lui n'a pas été directement touché par cet incendie. Ce sont d'ailleurs les personnes qui étaient hébergées au rez-de-chaussée qui sont intégralement saines et sauves ce soir, 12 personnes, et malheureusement sur les 16 personnes qui étaient hébergées sur l'étage et dans la mezzanine, seuls 5 ont réussi à s'extirper. En tout cas, c'est dire aussi, on peut l'imaginer, la rapidité avec laquelle s'est propagé l'incendie. Laurent Jacobelli, qui est à côté de moi, me fait remarquer à juste titre que j'ai commis un lapsus. Vous êtes député, évidemment, MoDem du Haut-Rhin et non du Bas-Rhin, puisque c'est là qu'on se trouve. Et j'imagine que l'émotion est énorme dans votre circonscription. Ah oui, bien sûr. Heureusement, c'est le genre d'actualité auquel nous ne sommes quasiment jamais confrontés. Oui, c'est ça. On est à Wintzenheim, pardonnez-moi, sur place. Est-ce que vous connaissiez le gîte dans lequel étaient abritées ces personnes ? Non, je ne connaissais pas précisément le gîte, mais je peux vous dire que le quartier résidentiel où il se trouve, où le drame s'est déroulé, est vraiment un cadre tout à fait agréable. Exactement. Et bien conçu. Et bien conçu. C'était manifestement des personnes en situation de handicap originaires de Nancy, pas si loin, qui étaient venues ici, je suppose, pour la période des vacances, pour une certaine donnée. 11 morts donc. Est-ce qu'on a une idée des raisons du déclenchement de l'incendie à ce stade, Hubert Roth ? Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que m'a confié le colonel en charge des opérations, le colonel pompier. Exactement, qui commandait les opérations sur place. Voilà, qui m'a confié que selon lui, un tel feu a dû couver un certain temps, parce que l'embrasement violent qui a dévoré les poutres et l'ensemble du colombage de cette maison, dont une partie était vraiment conçue selon les traditions alsaciennes, les poutres de cette taille-là ne brûlent pas en un clin d'œil. Voilà. Donc, le feu couvé depuis un moment. Voilà, il a dû y avoir une cause. Il y a jusqu'à 80 sapeurs-pompiers qui ont dû être mobilisés. Il leur a fallu plusieurs heures pour venir à bout, évidemment, des flammes. On a des témoignages qui sont absolument saisissants. Madame, sortez, ça brûle. Heureusement, celle à qui on a dit cela a réussi à sortir. C'est bien sûr pas le cas de ceux dont on retrouve malheureusement en ce moment même les dépouilles sur place. J'imagine que les familles aussi des victimes sont prises en charge à ce stade. Hubert Roth, ce sera ma dernière question. Oui, je sais que, étant sur place à La Forge, à l'endroit même du sinistre, je n'y étais pas, mais je sais que au cœur de la ville, donc qui se situe à 2-3 kilomètres d'ici, parce que nous sommes sur un lieu-dit qui relève du banc communal de Wintzenheim, mais à Wintzenheim même, je sais qu'une salle de la ville
vocation à accueillir les familles. C'est logique. Et d'ailleurs, on apprend aussi qu'une cérémonie religieuse va se dérouler à Wintzenheim, pardonnez-moi, ce soir à partir de 19h en l'église Saint-Laurent. Merci Hubert Roth d'être intervenu dans des conditions pas faciles, évidemment, sur un lieu où on assiste à des choses absolument dramatiques. Et bon, j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire à part l'émotion de tout un chacun. Laurent Jacobelli ? Non, mais évidemment, vous avez raison, c'est tragique et je pense qu'on peut être juste choqué par ces images très violentes de flammes énormes qui ont pris ce bâtiment par... apparemment, selon les chiffres que j'ai pu lire, 11 personnes qui auraient péri. On pense évidemment aux familles, à leur douleur, à leur tristesse. On salue aussi le travail des pompiers, des gendarmes qui sont sur place. Je crois qu'il y a 46 gendarmes pour mener une enquête en ce moment. Les forces de secours, la cellule psychologique qui a été mise en place, il faut le dire. On peut critiquer parfois l'appareil d'État qui est trop lent. Là, il semble qu'il a réagi mais comme il a pu en tout cas et que tout le monde est présent. Et voilà, maintenant c'est un drame terrible. Il faudra attendre les conclusions de l'enquête, mais pour l'instant, je pense que c'est place à l'émotion et au soutien, évidemment, à tous ceux qui luttent contre la douleur et contre les conséquences de ce drame. Et on peut le dire. Et d'ailleurs, la propriétaire de ce gîte a été entendue brièvement, en tout cas par les forces de l'ordre. Elle était en état de choc et ça, c'est bien le moins. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On reprendra des nouvelles justement de ce dramatique incendie dans à peu près 1 heure. On sera avec les forces de secours et notamment un représentant des pompiers qui ont lutté d'arrache-pied contre ces flammes dans 1 heure. D'ici là, restez avec nous. Je le rappelle, notre premier débat, c'est à partir de 17h30. Êtes-vous pour le retour du port de l'uniforme à l'école ou pour l'instauration plutôt du port de l'uniforme à l'école? Vous votez sur Twitter et vous nous appelez 0826 300 300. Vous êtes prof, vous êtes parent d'élèves, vous êtes ancien élève comme tout le monde. On veut vous entendre, tout le monde a la parole sur Sud Radio. On va se retrouver dans un instant, on va faire le tour des actualités qui ont été sélectionnées par nos vraies voix. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été sur Sud Radio qui débattent avec Béranger au 0826 300 300 depuis la Dordogne, qui est notre vraie voix du jour. Nous sommes également avec Bernard Cohen-Haddad, chef d'entreprise, président du think tank Étienne Marcel, le député de la Moselle et porte-parole du Rassemblement national Laurent Jacobelli et le secrétaire général de la CGT Énergie Ouest Île-de-France, Karim Abed. On vous a retrouvé en ligne. Karim Abed, vous êtes avec nous ? Oui, tout à fait. Bon, mais on a rétabli le courant, sans mauvais jeu de mots, vous voyez, comme quoi. C'était peut-être une action coup de poing d'un syndicat, je ne sais pas. C'est peut-être un sous-entendu que je fais. En tout cas, on vous accompagne, vous nous accompagnez plutôt jusqu'à 19h. Et tout de suite, je vous propose qu'on parle des actualités qui ont été retenues par Bernard Cohen-Haddad. Buenas tardes, amigos! Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Vous connaissez l'histoire de la femme qui va acheter un meuble chez Ikea? Non, taisez-vous, parce que là, ça... Le tour de table de l'actualité. Le tour de table de l'actualité, ce que vous avez sélectionné comme actualité, vous avez raison, vous êtes chef d'entreprise, Bernard Cohen-Haddad, c'est la difficile réimplantation de l'activité économique dans les quartiers oubliés de la République. Alors d'abord, c'est quoi les quartiers oubliés de la République pour vous? Déjà, c'est tous les quartiers, ce qu'on appelle politique de la ville, c'est-à-dire les quartiers les plus désœuvrés, où il y a moins de richesse, où il y a de l'habitat social et où il y a moins de commerce. Et ce qu'on appelle malheureusement aussi les quartiers sensibles par moment. Les quartiers sensibles, et c'est à la fois un coup de gueule. Ouais. Moi, je n'ai été extrêmement blessé lorsque j'ai vu fin juin, début juillet, des commerces incendiés, pillés, alors que nos commerçants, nos artisans, nos indépendants jouent un rôle sociétal dans ces quartiers-là et que c'était paupériser ce qui est déjà pauvre. Et là, ça a été vraiment un sentiment d'injustice parce que les commerces qui ont été pillés et incendiés ne sont pas encore ouverts aujourd'hui. Vous savez, il faut des mois. Une fois qu'un commerce a été pillé, incendié, et surtout pour le remettre en fonction et en activité, on a mis des hommes et des femmes au chômage, on a créé de la paupérisation et puis, paradoxalement, on a oublié qu'on a besoin d'activités humaines et marchandes dans ces quartiers-là et qu'il faut faire en sorte qu'on peut-être change d'interlocuteur dans ces banlieues, dans ces quartiers prioritaires pour faire en sorte que l'activité revienne. Change d'interlocuteur, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il me semble que ce qu'on a vécu jusqu'à présent est un échec des politiques de la ville. Je l'ai écrit dans la revue politique et parlementaire. Il faut quand même avoir le courage de le dire. C'est pas de dire qu'il suffit de taper dans un ballon pour mobiliser des jeunes. Mais alors maintenant, au-delà de ça, vous êtes chef d'entreprise. Comment on fait pour dire à des chefs d'entreprise ou de grandes entreprises, ouvrez quelque chose dans ces quartiers? Comment on fait pour les aider? Déjà, il faut faire en sorte qu'il y ait un dialogue entre les entrepreneurs, les municipalités, les commerçants, l'ensemble de l'activité commerciale, parce que vous avez vu qu'un certain nombre de ces centres commerciaux sont paupérisés depuis un certain nombre d'années. Ils l'étaient depuis longtemps. Il faut faire en sorte que les bailleurs jouent le jeu aussi des loyers modérés. C'est-à-dire qu'ils ne jouent pas le jeu aujourd'hui ? Bien sûr que non.
Écoutez, bien sûr que non, je peux vous le dire, je le vis également, moi, dans un certain nombre de quartiers. Et ça, ce n'est pas acceptable. Il faut faire en sorte que nos entrepreneurs puissent employer de la proximité, c'est-à-dire des jeunes, faire des stages, une capacité aussi que l'on mette dans ces quartiers-là, ce que j'appelle l'entreprise 4.0, du numérique, des start-up, que l'on mette de la culture. On ne peut pas avoir des zones de non-droit qui sont des zones, tout simplement, de vandalisme ou de drogue. Et en tout cas, qui n'ont plus de commerce ou alors de services publics, c'est important de le dire. Il y a des écoles qui ont brûlé aussi. Ça a été des scènes, notamment dans l'ouest de l'Île-de-France où vous êtes, Karim Abed. Oui, tout à fait. Nous, on a une agence complète d'Enedis, par exemple, à Nanterre, qui a totalement brûlé les véhicules avec d'Enedis. Donc après, moi, je ne veux pas faire de polémique là-dessus, parce que moi-même, jeune de quartier, habitant en Seine-Saint-Denis, donc je connais la situation. Ça fait 40 ans que j'habite à Épinay-sur-Seine et je connais très très bien. J'habite à Orgemont, quartier de 20 000 habitants sur une ville de 60 000 habitants. Donc je connais très très bien la situation. Aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'on ne trouve pas, qu'on met pas ce qu'il faut dans les quartiers populaires. Moi, je rejoins pas souvent des patrons, mais là, pour le coup, je peux le rejoindre sur... je suis un patron social, vous savez. Alors ça va. On va y arriver. Bernard Cohen-Haddad, qui est avec nous. Sur différents points, je vais le rejoindre. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple où j'ai un ami qui est pharmacien, qui s'est installé, et on a sur les 20 000, on est en manque, on a un désert médical. Ouais. 2 médecins veulent s'installer, des amis, médecins qui veulent s'installer. La mairie ne fait rien, alors que le bailleur social aussi ne fait rien, pour pouvoir que ces amis-là, médecins, s'installent. Pour une population qui a besoin en plus de soins. Ouais. Et voilà, c'est... On n'aide pas les médecins à s'installer alors qu'il y a des médecins volontaires pour s'y installer. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, en tout cas là où vous habitez ? Tout à fait. C'est incroyable. C'est une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des gens qui ont envie de s'installer parce qu'ils viennent de ces quartiers-là. Et ils ont envie de rendre en fait le fait qu'ils ont pu aller à l'université, le fait qu'ils ont pu bénéficier de l'aide aux devoirs, le fait qu'ils ont pu bénéficier de pas mal de choses. Et Dieu sait si les études de médecine sont difficiles en plus, faut le dire. Tout à fait. Et donc, ces gens-là aujourd'hui se battent. Moi, j'ai l'ami qui a ouvert aujourd'hui, qui a pu reprendre la pharmacie, une grande pharmacie à Orgemont, à Épinay, qui a dû mettre 120 000 € sur la table pour rénover la pharmacie, l'agrandir et s'installer. Il a eu aucune aide. C'est-à-dire que voilà, ça c'est inadmissible. Et aujourd'hui, quand on va toquer à la porte du maire, il s'en fout complètement. Et voilà, le bailleur s'en fout complètement. Alors là... Donc, ce que vous nous dites, en tout cas, c'est que dans les quartiers où vous êtes, il n'y a pas tant d'aide que ça. Et en tout cas, ceux qui pourraient en avoir besoin n'en disposent pas nécessairement. On va en reparler, restez avec nous justement là-dessus. Karim Abed, Laurent Jacobelli. Je ne dis pas que c'est pas vrai, mais enfin, les chiffres semblent indiquer le contraire, parce que ces quartiers ont depuis plusieurs décennies, 30 ans, été l'objet de beaucoup d'attention, 100 milliards d'investissements. Donc, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait, qu'ils sont vraiment oubliés de la République. Ils sont peut-être tombés au mauvais endroit. Peut-être, mais surtout qu'il est étonnant que ceux qui demandent plus de moyens, plus d'aide, mettent le feu à ces mêmes services publics lorsqu'ils sont installés, attaquent les commerçants ou les dévalisent lorsqu'ils s'y installent. Et donc, on ne peut pas avoir tout et son contraire. Moi, j'aimerais dire quand même aussi que dans ma circonscription en Moselle, la ville qui a été le plus attaquée pendant les émeutes, dont la mairie a été ravagée, est la ville de Famec, qui est celle où le maire fait le plus pour ses quartiers, presque exclusivement seulement pour ses quartiers, à coup d'aide sociale, à coup de, on va dire parfois même de laxisme. Et donc on voit bien au final qu'il y a une décorrélation entre cette violence, qui est une forme de haine de la France et de la République, et les investissements qui peuvent être faits. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'investissement. Je dis qu'il y a des corrélations. Et c'est même encore plus grave aujourd'hui, parce que dans cette même circonscription, moi je repense à ce magasin d'électroménager qui a été attaqué à Clouange, qui est une petite ville en dehors de ces quartiers-là. Ouais. Parce que ces quartiers sont sortis et ont attaqué même des commerces en dehors. Alors, ces quartiers, c'est pas tous les quartiers qui sont sortis. C'est des émeutiers qui sont sortis des quartiers. Vous avez raison de le préciser. Vous avez raison, très loin vous avez tout à fait raison de le préciser. Mais donc, ça
ça veut bien dire qu'il y a des corrélations. Donc je pense qu'il faut arrêter avec ce mythe qui est que parce qu'il n'y a pas assez d'investissement, certains créent des émeutes. Non, bien évidemment. D'ailleurs, il y a d'autres quartiers, des quartiers ruraux, des quartiers de désindustrialisation où il n'y a pas assez d'investissement et où les gens ne font pas d'émeutes. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas investir, je dis qu'il faut arrêter de corréler les deux. Bernard Cohen, on ne parle pas d'investissement social. Vous allez répondre, Karim Abed, juste après. On ne parle pas d'investissement social, monsieur le député. Je crois que j'ai vécu dans un quartier dans le 93, je sais ce que c'est que la pauvreté. Vous connaissez la formule de Camus, on est un certain nombre à ne pas supporter qu'on parle de la pauvreté autrement qu'en connaissance de cause. Je sais que c'est que la difficulté, je sais quel est l'engagement des commerçants, des artisans qui se retrouvent avec des marges réduites et pourtant qui créent de la vie dans ces quartiers pour les familles monoparentales, les seniors qui sont là. Karim parlait de ce pharmacien. Si le pharmacien n'est pas là pour marquer la posologie sur une boîte de médicaments, souvent on ne sait pas, y compris moi-même. Donc vous voyez, on est d'accord là-dessus. Non, mais je ne dis pas le contraire. Moi, ce que je dis, c'est que l'argent est allé au mauvais endroit et qu'une façon de faire sortir les quartiers de ces oublis, c'est faire en sorte de remettre de l'activité économique au centre et que l'argent et de la promesse républicaine soient justement employés. Mais pour ça, il faut de la sécurité aussi. Il faut y amener à nouveau de l'ordre, je dirais même de l'ordre. Parce que tout le monde est d'accord pour avoir mais un commerçant ne s'installera pas s'il pense qu'il peut être dévalisé du jour au lendemain, qu'on peut mettre le feu à sa boutique. Il faut donc arriver dans un environnement plus sûr, plus républicain. Quand on dit un commerçant ne s'installera pas, ce sont des commerçants qui sont aussi de ces quartiers. Enfin, ce sont des gens. Mais les premières victimes des émeutes sont les gens qui habitent les quartiers où ont lieu ces émeutes. Mais justement, Karim Abed, vous vouliez réagir? Oui, non, mais la démagogie du FN, je la connais, reconnais, ressasse. Voilà, les banlieues égale immigration, immigration égale voilà. Alors on n'a pas encore parlé de tout. On la connaît par cœur. Il se trouve que vous avez raison, mais je l'avais pas dit. Bon. La rengaine du FN, on la connaît par cœur. Alors ça s'appelle RN, et je pense que pour avoir un débat un peu intelligible et un peu intéressant, il faut sortir des caricatures si vous en êtes d'accord. Bon. Bah, vous sortez des caricatures, donc déjà d'une part. Puisque aujourd'hui, comme moi je suis entièrement d'accord avec aujourd'hui le patron qui est votre Bernard Cohen-Haddad qui est avec nous, voilà, qui est sur votre plateau. On vous appellera par simplicité le patron, mais bon, voilà. Je suis un petit patron, moi, attention. Karim Abed, allez-y. Et il a raison. L'argent n'a pas été mis à bon escient et au bon endroit. Je suis désolé. Les gens qui créent ces émeutes-là, etc., c'est une minorité. La majorité dans ces quartiers populaires, ils ont envie de s'en sortir. C'est ces gens des quartiers populaires qui prennent le premier train à 5h du matin pour faire le ménage dans les bureaux, pour aller remplir les rayons des supermarchés, etc., etc. Donc, il faut arrêter de stigmatiser un peu les quartiers populaires. Aujourd'hui, voilà, les quartiers populaires, ils ont envie de travailler, ils ont envie de s'en sortir. Et comment on assure, alors peut-être pour avancer dans ce sujet, peut-être juste le conclure, non pas qu'on n'y reviendra pas plus tard, mais comment on assure dans ce cas-là la sécurité dans ces quartiers? Parce que c'est un sujet, tout le monde le disait d'ailleurs, les premières victimes sont ceux qui y grandissent. La police de proximité. Nous, à l'époque, on avait une police moi, aujourd'hui, j'ai 53 ans. À l'époque, on avait une police de proximité. Mais on se connaissait. C'est-à-dire que les policiers nous connaissaient, on se connaissait entre nous, on arrivait à discuter. Voilà, c'était une vraie police de proximité qui, voilà, quand tu as fait vraiment une connerie, ben voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais au moins il y avait une discussion, c'était pas des cow-boys qui arrivaient comme aujourd'hui la BAC et qui ramassent tout le monde. Et en plus, ces gens-là connaissent les habitants de ces quartiers. Et ils ne cessent de leur demander leur pièce d'identité 3-4 fois par jour. Ça, c'est l'autre problématique, effectivement, des contrôles d'identité qui sont souvent décriés. Un mot, Laurent Jacobelli, juste un mot. Oui, juste un mot. 100 milliards, c'est tout ce que n'a pas eu... Vous l'avez dit, ça c'est un chiffre, c'est pas un mot. Tout ce que n'a pas eu le monde agricole, tout ce que n'ont pas eu les zones qui ont souffert de désindustrialisation, et pourtant, pas de violence. Donc, une fois encore, le problème est à chercher ailleurs. Allez, on va parler d'autre chose, et on va justement parler d'éducation. C'est peut-être aussi à la source. Ça peut être aussi à la source des mots
et au contraire une solution à beaucoup de problèmes. On va en parler dans un instant. Est-ce que vous êtes pour le port de l'uniforme à l'école? On en parle avec notre invité dans un instant sur Sud Radio. Sachez que, en tout cas, au moins une ville est volontaire pour expérimenter le port de l'uniforme à l'école. C'est celle de Béziers, dont le maire Robert Ménard s'est porté volontaire. On en parle tout de suite. Alors, quelle est la différence entre un outil pédagogique et un outil idéologique? Ça pourrait être un autre débat passionnant. Quoi qu'il en soit, on va parler du port de l'uniforme à l'école. Est-ce que vous êtes pour le port de l'uniforme à l'école? Toujours avec Béranger qui est avec nous depuis le Périgord. Et nous sommes avec notre invité que nous accueillons avec plaisir. Laetitia Sicardi, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Coprésidente de la FCPE des Alpes-Maritimes. Bon, vous non plus, vous êtes comme moi, vous n'avez pas connu le port de la blouse? Non, j'ai pas connu le port de la blouse. Exactement. Bon, est-ce que vous êtes pour, en tant que parent d'élèves, bien le port de l'uniforme à l'école? Alors, en fait, je suis un peu désespérée qu'on mette autant d'énergie sur la question de l'uniforme à l'heure où l'école, finalement, elle va mal et à l'approche de la rentrée, on se rend compte que finalement, on va devoir faire face à beaucoup d'autres problèmes, le manque de profs, enfin plein de choses, par exemple. Et du coup, c'est un peu désespérant et ça répond plus à une question de fantasme qu'une réalité. En tout Alors, cas, quel fantasme pour vous? Le fantasme que ça va régler les problèmes de harcèlement, que ça va régler les problèmes de laïcité, par exemple. En tout cas, en quoi, moi je pose la question, en quoi le port d'uniforme va pouvoir améliorer les résultats scolaires des enfants. En tout cas, pour nous, ça reste quelque chose, oui, qui relève du fantasme. Béranger, qui est toujours avec nous au 0826 300 300 depuis la Dordogne, notre vraie voix du jour. Vous êtes plutôt d'accord, je crois, avec notre invité. C'est-à-dire que moi, je pense que voilà, derrière le mot uniforme, on a une mauvaise idée de ce que pourrait être un uniforme. Si on appelait simplement ça une tenue scolaire réglementaire. Et donc, ça réglera pas tous les problèmes. Mais néanmoins, sur des cas de harcèlement, d'agression, de raquettes, parce qu'on peut se faire agresser pour un t-shirt, une paire de chaussures, il y a des vols dans les écoles. Hein. Absolument, ça c'est sûr. Et ça, pour vous, dans ce cas-là, aussi. Hein. Dans le métro aussi, mais pour vous, dans ce cas-là, ce serait une solution à l'école, c'est une bonne solution pour vous? Mais ça peut faire partie d'une solution. On se fait agresser dans le métro, moi je veux bien, mais dans le métro, c'est pas vous n'avez pas des enfants de 12 ans, de 12, 13, 14 ans qui sont sous la responsabilité d'adultes. Donc l'encadrement est extrêmement important et la philosophie qui ira derrière, il faut bien l'expliquer aux uns et aux autres et faire comprendre que c'est pour une histoire d'égalité, une histoire de... on peut reparler un peu de la laïcité aussi, mais de faire en sorte que voilà, les gamins soient un peu moins dans l'agression et la violence parce qu'il y a des différences sociales qui existent entre eux et entre différentes catégories de la population. Mettre tout le monde sur un pied d'égalité en quelque sorte, Karim Abed, ce serait une bonne solution pour vous? Non, moi je pense qu'aujourd'hui, le port de l'uniforme à l'école ne gommera pas les inégalités, n'empêchera pas la stigmatisation et le harcèlement à l'école. Je reprends un article du HuffPost qui parlait de ça cette année. Et vous parliez dans votre annonce des dom-toms où on porte l'uniforme, pas tout, hein. Mais moi je regarde sur cet article-là et il sort que la stigmatisation persiste et que même s'il y a un fonds social pour l'établissement de l'uniforme, les gens, même qui sont dans le besoin, ne vont pas aller demander cet uniforme parce que c'est une forme de honte d'aller demander l'uniforme. Donc voilà, déjà. Et donc dans plusieurs interviews, il n'y a pas d'effet sur les comportements, que ce soit le harcèlement scolaire, que ce soit au collège. C'est-à-dire, ce que vous dites, c'est qu'il y en a dans les dom-toms, dans les départements d'outre-mer où le port de l'uniforme à court, à l'école, il y a toujours du harcèlement scolaire ou des inégalités, quoi. Oui, tout à fait. Et puis par exemple, voilà, il explique très très bien, le professeur qui a connu l'uniforme, et il explique aujourd'hui que par rapport à cet uniforme-là, déjà, il faudrait plusieurs uniformes sur l'année, et quand ils commencent à être délavés, pas comme je dirais les autres qui sont propres, bah ça fait déjà une inégalité. On commence à ricaner par rapport celui qui est mal habillé, celui qui n'a pas sa chemise dans le pantalon et compagnie.
Voilà, donc ça change. Moi, je suis comme la collègue de la FCPE. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses à s'occuper que de l'uniforme. Je pense que par rapport à la rentrée, et j'envoie ce message à Monsieur Attal, occupez-vous qu'il y ait des profs dans chaque classe. Que s'il y en a qui sont absents, on a des profs pour nos enfants. Pour les remplacer. Voilà, pour les remplacer. C'est ça la vraie priorité, et pas l'uniforme, en tout cas, qui est une mauvaise idée pour vous. On continue le tour de table, je vais vous leur donner la parole. Évidemment, Laurent Jacobelli, oui ou non? Alors c'était votre idée, vous l'êtes fait piquer par le ministre de l'Éducation, je crois. Oui, bon écoutez, c'est pas très grave, quand une idée est bonne, elle peut se partager. C'est vrai qu'on avait proposé ça à l'Assemblée nationale, que ça avait été refusé par le groupe Renaissance, mais écoutez, tant mieux s'ils sont revenus dessus. C'est vrai que nous, comme le propose Béranger d'ailleurs, on ne parle pas d'uniforme, mais de tenue unique. Parce qu'il n'est pas question d'avoir un uniforme kaki avec un képi, etc. Imaginons que, je vous interromps, je vous rends la parole. Imaginons que l'Éducation nationale invente un uniforme ou l'applique partout. Vous connaissez l'Éducation nationale, il y aura un acronyme de 13 lettres qui ne dira pas uniforme, mais qui voudra dire exactement la même chose. Sûrement, mais en fait, ça peut changer par collège, par lycée. On peut dire ici, c'est un jean et un t-shirt blanc, par exemple. Ou voilà. L'idée, c'est aussi de recréer un sentiment d'appartenance. Appartenance à son collège, à sa classe, et pas à l'appartenance à une classe sociale, où on arrive avec une marque, un crocodile sur le maillot, ça fait toute la différence, ou 3 bandes sur des baskets. C'est aussi important parce qu'il y a des enfants qui se sentent en situation d'échec avant même d'avoir commencé à apprendre parce qu'ils ne sont pas habillés comme les autres, et d'autres qui parfois sont tentés de mal se comporter envers le petit camarade parce qu'ils n'ont pas le bon équipement. Ça permet déjà, pas complètement, bien sûr, ne soyons pas naïfs, mais d'apporter un début de solution. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, ça ne réglera pas tous les problèmes. Et puis c'est vrai qu'il y a une autre appartenance avec laquelle certains élèves arrivent aujourd'hui, c'est l'appartenance religieuse, avec une forme de revendication. Et c'est contraire à l'esprit de laïcité de l'école, où on arrive, non pas avec sa couleur de peau, sa classe sociale et sa religion, mais on arrive parce qu'on vient apprendre et on vient faire nation avec les autres. Et donc la tenue unique permet aussi d'effacer cela. Donc il y a quand même beaucoup d'avantages, peu d'inconvénients dans une école aujourd'hui où malheureusement les différences sont à l'origine de souffrances. Eh bien autant calmer ça pour apprendre dans les meilleures conditions. Ça n'empêchera pas de revoir les programmes scolaires, ce qui serait probablement beaucoup plus utile aussi. Encore un autre sujet, mais on pourra en parler, on en fera un débat. Laetitia Sicardi, toujours avec nous, coprésidente de la FCPE des Alpes-Maritimes. Est-ce que ce serait pas en plus l'uniforme une bonne solution pour mettre une bonne fois pour toutes un terme au débat sur la laïcité dans l'école, en tout cas en matière vestimentaire? La question, moi j'aurais tendance à vous dire quand même que la question de la laïcité ne se résume certainement pas à la tenue. C'est quand même assez essentiel, et à la tenue, je vais rajouter quand même souvent des jeunes filles. C'est ce qu'on en tout cas dans ce qu'on peut entendre dans ce qui ressort dans les médias, c'est souvent ce qui est mis en avant, la longueur de la jupe, et du coup on se retrouve finalement face à ce qui est gênant, c'est que c'est plutôt, ça relève plutôt de sexisme souvent. Pour moi, en tout cas pour nous, la laïcité, ça se vit, ça n'exclut pas. Donc et ça s'explique surtout, c'est ce que les enseignants, les équipes pédagogiques font, les familles, la FCPE, les associations de parents d'élèves. Donc ça doit être la laïcité, c'est pas fait pour exclure, et c'est certainement pas fait pour exclure. Alors c'est un autre débat aussi, c'est pour ça que je veux pas qu'on passe tout le débat sur l'uniforme autour de ça. Mais c'est important de le souligner quand même. Je pense que aussi il y a un élément essentiel, c'est qui va payer cet uniforme, parce que à l'approche de la rentrée, avec des frais de scolarité, finalement les familles, elles se retrouvent dans des situations qui sont souvent très problématiques. Donc c'est quand même une question centrale. Il n'y a pas simplement le coût d'achat de la tenue, mais il y a aussi l'entretien. On va se retrouver encore dans des situations complètement inextricables, et si c'est les mairies et les communes, je pense qu'il y a quand même autre chose, en tout cas à mettre en œuvre et à investir pour le moment, entre les locaux vétustes et améliorer par exemple améliorer le bâti, des activités culturelles, justement, sportives. Laurent Jacobelli n'est pas d'accord avec vous sur le prix. On va en parler. Restez avec nous, bien sûr. Non, je pense qu'aujourd'hui, les enfants qui vont à l'école, ils vont habiller, ce qui veut dire que les parents ont acheté des vêtements, qu'ils ne portent pas un seul vêtement toute l'année. Eh bien, au lieu d'acheter un polo bleu pour l'un et un t-shirt jaune pour l'autre, ils achèteront tous un t-shirt blanc. Ils ne vont pas rester en uniforme quand ils rentreront chez eux, ou alors se mettre en pyjama. Ça, ils font ce qu'ils veulent. Ça fera quand même plus d'habits à porter. Ça ne me regarde pas. Et puis, la question de la laïcité, madame, elle est quand même très importante. J'entends ce que vous dites, mais je rappelle que la FCPE avait fait des publicités avec des femmes voilées. Alors ça, c'est un autre sujet. On n'a pas la même notion de la laïcité. Nous, on pense que venir
et revendiquer faire du prosélytisme à l'école, c'est pas le lieu. La religion, elle est à la maison et chacun pratique la religion qu'il veut chez lui, mais elle n'est pas à l'école. C'est une différence de la laïcité, je crois, fondamentale entre nous. Bon, ça aussi le débat sur la laïcité. Je suis désolée, mais la laïcité, il y a une loi, on n'est absolument pas, on est très attaché à la laïcité. Par contre, c'est vrai qu'on n'en fait pas un enjeu électoral. On n'en fait pas un enjeu électoral. La laïcité, vous en faites de la publicité. Elle s'applique aux agents du service public et certainement pas, enfin, à ce que je sais, le voile n'est pas interdit dans l'espace public, enfin, dans la rue. Alors ça, c'est un autre sujet. Public. Ce que je vous propose malgré tout, oui, mais c'est important. Non, mais très important. Vous avez tout à fait raison de le dire. Ce que je vous propose, et quand je dis ça, ma chère Laetitia Siccardi, c'est à vous deux, c'est qu'on revienne aussi sur l'autre aspect du débat, parce que c'est quand même important d'en parler aussi sur les inégalités, parce que vous n'êtes pas la seule à dire que ça ne va pas régler les inégalités. Tout le monde le dit d'ailleurs, et Karim Abed aussi. Malgré tout, est-ce qu'il ne faut pas commencer par là, les différences d'apparence entre les différents élèves? Karim Abed, on verrait pas qui a le plus beau jean, qui a le plus beau jogging et qui est le mieux habillé. Karim Abed. Non, je pense pas. C'est un faux débat parce que quand un élève a de l'acné ou un appareil dentaire ou des lunettes ou etc. et qui va se faire discriminer par rapport à ça, est-ce que c'est l'uniforme qui va cacher ça? Non. Donc voilà. Donc on reva sur des choses super importantes. Et donc, ceux qui disent que l'uniforme va régler des choses, voilà, ils se mettent le doigt dans l'œil. Voilà. Moi, je pense qu'il y a des choses vraiment, des choses essentielles à aller droit au but. C'est mettons le budget qui va bien, les profs, etc., pour que nos enfants étudient. Et donc, par rapport à la laïcité, je suis désolé. Moi qui suis dans un quartier populaire, dans ma classe, il y avait des Italiens, des Espagnols, des Maghrébins, etc., Et il était où le problème? C'est pas un problème de laïcité, ça, monsieur. Ils n'arrivaient pas avec des voiles ou voilà. Moi, je suis issu de l'intégration italienne. Non, mais écoutez. Vous confondez origine et laïcité. Karim Abed. Non, mais écoutez, ils n'arrivent pas avec. C'est faux, ils n'arrivent pas avec des voiles. Moi, j'y vais. Ah bon? Dans le quartier, je vais dans les lycées, dans les collèges, ils n'arrivent pas avec des voiles. Donc faut arrêter un peu. S'ils sont en dehors de l'école, ils font ce qu'ils veulent. S'ils sont dans l'école, ils ont des règles et ils les comprennent, les règles. Donc il faut arrêter de généraliser comme vous le faites. Il faut arrêter de nier la réalité aussi, monsieur. Allez, revenons. Non, mais il n'y a pas de réalité. Venez chez moi dans le 93 et vous allez voir la réalité. Non, mais j'ai la même chose chez moi. On peut aussi organiser un rendez-vous si vous voulez faire quelque chose dans l'Ouest parisien. Pourquoi pas, Laurent Jacobelli chez Karim Abed. On va peut-être faire une rencontre entre vous deux. Ce serait intéressant. J'aimerais qu'on donne la parole à celui qui a porté la blouse, le seul, le témoin sur Sud Radio et qui n'a pas aimé la porter. Pourquoi vous n'aimiez pas la porter en tant qu'élève? Parce que je trouvais que c'était pas évident et que c'était une façon de gommer ma personnalité. Si je pose cette question, c'est parce que si on demande à tous les élèves de porter l'uniforme demain, ils penseront peut-être en bonne partie comme vous. Oui, et je pense qu'effectivement, il faut aussi avoir l'avis des élèves. Gommer la personnalité, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on avait, moi j'avais un frère et j'ai un frère, on avait la même blouse, on changeait les blouses, on s'arrangeait pour la cacher, pour la remettre. En arrivant à l'école, c'était pas forcément agréable. Mais je crois qu'il faut tenter l'expérimentation. Vous voyez, je n'ai pas de religion là-dessus. Je crois qu'il faut donner sa chance. Agnostique de l'uniforme. Complètement, laïque de l'uniforme. Voilà. Tout le monde est laïque ici. De l'uniforme, mais je crois que ce qui est important, moi j'ai enseigné, Jean-Marie. Ce qui est important, ça a été dit par tout le monde. Ce qu'on attend de l'école, c'est que l'assiduité des élèves, qu'on puisse avoir une égalité des chances, c'est-à-dire mieux apprendre, et ceux qui partent avec un déficit de culture, parce qu'on n'est pas tous égaux quand on arrive à l'école. Évidemment. On a plus ou moins de connaissances, on a des parents qui peuvent vous aider ou des parents qui peuvent pas vous aider à faire les devoirs. Moi, je l'ai vécu, je sais que c'est pas facile. On a aussi une capacité à se faire sa propre opinion, développer l'esprit critique. Et puis, ça a été bien dit par la FCPE, je crois qu'il faut qu'on soit d'accord. Est-ce qui va payer cet uniforme? Alors, faut voir, est-ce que effectivement, on aura le pantalon pour les garçons et la jupe pour les filles? Là, je provoque un peu, puisqu'on parle de sexisme. Et puis, qui va contrôler cela aussi? On voit qu'il y a des difficultés aujourd'hui dans l'établissement pour faire en sorte qu'on limite les portables, qu'on limite les signes religieux qui sont ostentatoires, qui n'ont rien à faire dans nos écoles de la République. Ça fait partie d'un débat, mais je crois qu'il faut ouvrir le débat, le dire sans passion.
et faire en sorte de tirer, une fois qu'on aura fait du testimonial dans un certain nombre de lycées, avec l'accord des enseignants. Je crois qu'on ne peut pas demander aussi aux enseignants qu'ils n'aient pas leur avis là-dessus. Les parents, ça a été bien dit par Béranger tout à l'heure, et faire en sorte qu'on trouve des bonnes pratiques. Il n'y a pas de vision unique, me semble-t-il, mais il faut en tout cas que ce soit une chance pour les élèves et non pas un élément supplémentaire de coût pour les familles ou une difficulté d'application pour les enseignants. Alors, en revanche, on pourrait aussi citer le contre-exemple, on y revient parce qu'on parlait de témoignages. L'outre-mer, certains départements d'outre-mer, en tout cas, pratiquent le port de l'uniforme à l'école. On n'a pas entendu, Laetitia Siccardi, un mouvement de fond depuis l'outre-mer demandant l'abolition du port de l'uniforme. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. En tout cas, on s'y fait, quoi. On s'y fait évidemment. À un moment donné, vous savez, on est bien éduqués. Donc, quand il y a des règles qui sont mises en place, on les applique. Ça n'empêche que dire que l'uniforme va régler des problèmes d'inégalité entre les enfants, entre les familles, que l'uniforme va régler les problèmes de harcèlement. Enfin, je le répète, hein, pour nous, en tout cas, c'est un fantasme. Sur quelle expérience, dans quel pays? Est-ce que en Angleterre, par exemple, il y a moins de harcèlement? Est-ce qu'en Angleterre, il y a moins d'inégalités? Est-ce qu'ils ont réglé cette problématique-là? Enfin, certainement pas. Donc, mais ça a été dit tout à l'heure. Donc, mettre, en tout cas, du temps et du budget sur cette question, que ça soit à la charge des familles ou des collectivités, à un moment donné, je pense qu'à l'heure où l'école, elle va mal, en tout cas, il y a autre chose certainement à faire pour le moment que de se dire que ça va régler. On va bientôt conclure, c'est pour ça que je vais vous demander à tous, parce que j'ai tous vous redonné la parole, d'être assez bref là-dessus, mais derrière le mot uniforme, même s'il y a une connotation militaire, il y a un côté discipline. Est-ce que ce ne serait pas aussi une bonne manière d'instaurer davantage de discipline à l'école? Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose? Oui ou non, hein, c'est une question ouverte que je pose. Ça, c'est important. Pour vous, non, en tout cas, Laetitia? Non, l'école, elle est là pour apprendre, pour intégrer des règles de vie commune. C'est pas fait pour mater absolument et d'être au pas. Enfin, ça n'a pas de sens. Le message est clair. Laurent Jacobelli. La discipline, c'est pas l'autoritarisme. Oui, ça contribuerait, même si c'est pas l'objectif principal, je crois. En tout cas, et pour Bernard Cohen, on a sans doute besoin d'un nouveau respect des règles dans l'éducation nationale, y compris par les parents, par les enseignants et par les élèves. Trop souvent, effectivement, les enseignants se trouvent désœuvrés et il faut aussi les soutenir. Karim Abed, pardonnez-moi. Non, il n'y a pas de souci, non. Moi je pense pas que ça réglerait. Ce qui réglerait avant tout, c'est l'éducation de notre école. Exactement, mais ça c'est joliment dit aussi, on peut le dire, hein, ceci dit. Béranger, la discipline à l'école, plus ou moins avec l'uniforme? Béranger dans le Périgord, mais alors il fait l'école buissonnière, je crois. Est-ce que vous êtes avec nous, Béranger? On vous a retrouvé ou pas? On a perdu Béranger, notre vraie voix du jour, au 0826 300 300. Vous êtes revenu. Alors, vous étiez sorti de classe? Excusez-moi, j'étais un mauvais élève. Vous avez raison, c'est pas grave. Instaurer la discipline à l'école. Oui, ça pourrait aider à la renforcer un petit peu, et surtout l'esprit de corps. Effectivement, l'esprit d'appartenance, elle est importante chez les gamins dans les classes. Moi, je travaille aussi en milieu scolaire, et quand les gamins ils sont contents d'être dans leur milieu scolaire, dans le milieu éducatif et bien encadré, ils sont plutôt fiers de ce qu'ils font, et donc ça peut contribuer en tout cas à la cohésion de groupe, à la cohésion, au fait qu'ils se sentent bien et intégrés. Ça réglera pas tous les problèmes. Dernière petite chose, si on pouvait avoir aussi moins d'élèves et plus de professeurs et mettre l'argent là où il faut vraiment, ça réglerait aussi quelques autres problèmes. Moins d'élèves, plus de profs, moins d'élèves par classe, hein, pas moins d'élèves tout court, évidemment. Je pense que tout le monde est d'accord aussi autour de la table. Merci à tous d'avoir débattu de l'uniforme à l'école. Merci à vous depuis les Alpes-Maritimes, Laetitia Siccardi, coprésidente de la FCPE des Alpes-Maritimes. Restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants. Béranger, restez dans les parages cette fois-ci. On va essayer de se détendre un petit peu avant de revenir sur l'actualité dramatique. Dans un instant, on va tester vos connaissances sur le 9 août, puisque c'est la date du jour. À tout de suite. Des vraies voix sur Sud Radio jusqu'à 19h. C'est drôle, on parlait de l'école quand même. Et ensuite, tout de suite après sur Sud Radio, vous avez entendu la voix d'un des instits les plus célèbres de France. C'est notre Gérard Klein national que vous retrouvez, je le rappelle, c'est important quand même, tous les jours sur Sud Radio, sur les routes de l'été de 10h à midi. Rendez-vous est pris demain, évidemment. Est-ce que notre vraie voix du jour est toujours avec nous, Béranger?
Vous êtes toujours là ? Toujours. Je vous propose, maintenant qu'on a parlé de l'école, de faire une petite interro surprise de culture générale. Il y a un petit quiz tous les jours à la même heure dans les vraies voix. Pour ce faire, vous allez devoir faire équipe avec une de nos 3 vraies voix qui sont avec nous. Nous sommes toujours avec Karim Abed, Laurent Jacobelli ou Bernard Cohen-Haddad. Vous voulez jouer avec qui ? Allez, je prends le premier, je prends le camarade cégétiste, Karim Abed. Exactement, on va faire une équipe de camarades et on va faire une équipe moins camarades. Plateau, on va dire. Exactement, en plateau. Tout de suite, place au jeu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors, Béranger d'un côté avec Karim Abed et de l'autre côté Bernard Cohen-Haddad et Laurent Jacobelli. À tous, je vais poser plusieurs questions en rapport avec la date du jour. Le 9 août, c'est de la culture générale, un petit peu d'histoire, rien de bien sorcier. Le premier qui répond juste rapporte un point à son équipe. C'est tout bête. C'est parti ? Tout le monde est d'accord ? Allez. On commence par la première question. C'était un 9 août, il y a exactement 220 ans, jour pour jour. Qu'est-ce que l'Américain Robert Fulton a fait fonctionner pour la première fois ? Je vous donne 3 possibilités. En 1, un bateau à vapeur. En 2, une automobile. En 3, une montgolfière. Une automobile ? Non. Les autres Un ont le droit bateau à de répondre. Ouais, c'est le bateau à vapeur. C'est le bateau à vapeur. Dans la Seine, il l'a fait fonctionner. Il a essayé de le vendre justement à la France. Malheureusement, on l'a pas pris. Ça nous aurait peut-être aidé à gagner Trafalgar, quoi qu'il en soit. On a refusé. C'était ça. Qui a répondu bien ? C'était Karim ? Non, c'était Béranger. C'était la voix de Béranger. Oui. En tout cas, c'était l'équipe à distance. Quoi qu'il en soit, vous avez un point, les amis. Deuxième question. Il y a 24 ans, jour pour jour, un jeune homme inconnu à l'époque, ou presque, du nom de Vladimir Poutine, était nommé Premier ministre. Alors là, il faudra être rapide, les amis, parce que je pense que tout le monde ou presque s'en souvient. Quel est le nom du président russe qui l'a nommé Premier ministre ? Boris Yeltsin. C'est Eltsine. C'est vrai. C'est Eltsine, bien sûr, c'est Boris Eltsine. Vous avez dit Brejnev ? Non, c'est moi. C'est député a dit Eltsine, voilà. Donc autant écoutez, pour moi. Je sais que vous étiez à l'école en blues, mais quand même, à Brejnev, ça remonte. J'avais des antisèches à l'époque. Vous aviez des antisèches à l'époque de Brejnev. C'était Boris Eltsine. 2 points pour l'équipe à distance, en tout cas. Les amis, je vous propose de fêter un anniversaire. Cette fois-ci, c'est celui d'une actrice française. Une actrice française très célèbre. On va voir si vous la reconnaissez. On va écouter un extrait d'un de ses films les plus célèbres. Dans cet extrait, le personnage de cette actrice aide un aveugle à traverser la rue et lui explique tout ce qu'il ne peut pas voir. Venez, je vais vous aider. Audrey Tautou. Et hop, c'est parti. Je vous propose qu'on écoute quand même l'extrait du film, Amélie Poulain. De son mari depuis qu'il est mort. Attention, hop. Tiens, l'enseigne de la boucherie Chevalier n'a perdu une oreille. Ce rire, c'est celui du mari de la fleuriste. Il a des petites rides de malice au coin des yeux. Oh, dans la vitrine de la pâtisserie, il y a des sucettes Pierrot Gourmand. Vous sentez ce parfum ? C'est Pépone qui fait goûter ses melons aux clients. Allez, goûtez mon melon. Goûtez mon melon, Pépone. Et effectivement, c'était Audrey Tautou. Comment il s'appelle le film ? Vous vous rappelez ou pas, Béranger, puisque vous vous rappelez tout ? Ouais, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Voilà, exactement. Toute la France ou presque était tombée amoureuse d'Audrey Tautou à cette époque. C'était un sacré film. Bon, vous avez d'ores et déjà gagné, Béranger, vous êtes imbattable pour l'instant. Je vous propose de terminer quand même par une question un peu moins drôle, mais c'est un anniversaire qui est très important malgré tout. Un triste anniversaire puisque c'est l'anniversaire du largage de la seconde bombe atomique sur la ville de Nagasaki au Japon. C'était une bombe au plutonium. Quel était le surnom donné par l'armée américaine à cette bombe? Je vais vous faire 3 propositions. Réponse numéro 1, Little Boy. Réponse numéro 2, Fat Man. Réponse numéro 3, Big Mama. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Little Boy. La réponse est non. Big Mama, Big Mama non plus. Eh ben, voyez. C'était Fat Man. C'était Fat Man. Little Boy, figurez-vous que c'était le nom de la première bombe sur Hiroshima. Fat Man, c'était le nom de la deuxième bombe, tout simplement. Souvenir qu'on préfère oublier. Exactement. Mais non, il faut jamais oublier ce genre de souvenirs, y compris en s'en souvenant. Il y avait évidemment une cérémonie de commémoration aujourd'hui dans la ville de Nagasaki qui a pu être reconstruite avec certains de vos collègues d'ailleurs, députés, Laurent Jacobelli qui était sur place, des députés français, notamment l'insoumise Ercilia Soudé. Bon, bravo à vous, Béranger. Vous étiez fan d'histoire, non, à l'école? Oui, j'avoue que c'était pas la discipline que je détestais le plus. Ouais, c'est ce qu'on a cru comprendre en tout cas. Est-ce que vous voulez rester avec nous pour la deuxième heure des vraies voix ou pas? Vous êtes toujours dans le Périgord, vous avez le droit d'y être bien, c'est peut-être l'heure de l'apéritif? Est-ce que je peux on peut faire ça, on y est bien, on peut rester. Ouais. Alors restez avec nous. Karim, vous vouliez prendre la parole, Karim Abed? Ouais, je peux juste, quand on parle du 9 août, on peut pas oublier le 9 août 82 et l'attentat de la rue des Rosiers.
Donc voilà. Vous avez tout à fait raison, Karim Abed. Je vais vous dire pourquoi j'en ai pas parlé dans ce quiz, parce que je voulais pas jouer avec cette date. C'était pour ça. Mais effectivement, le 9 août, vous avez tout à fait raison de nous rappeler l'attentat dramatique de la rue des Rosiers. Merci de l'avoir fait d'ailleurs, Karim. Restez avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la CGT Énergie Ouest Île-de-France. Laurent Jacobelli, toujours avec nous, député de la Moselle, porte-parole du Rassemblement national. Et Bernard Cohen-Haddad, chef d'entreprise, président du think tank Étienne Marcel. On va rester aussi avec Béranger dans le Périgord. Deuxième heure des vraies voix dans quelques minutes. Autre débat, ça a été une des polémiques sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'on a pris les médias? Je parle aussi pour nous. On serait trop angoissant quand on parle du changement climatique. Ça, c'est tout à fait possible. On nous a parfois même accusé de rougir les cartes des météos, figurez-vous, quand il y avait des vagues de chaleur. Est-ce qu'on triche pour angoisser les gens? Comment on doit parler du changement climatique? Est-ce qu'on en parle trop, pas assez, de manière trop angoissante ou pas assez angoissante? Venez réagir. 0826 300 300, ce sera le deuxième débat des vraies voix. Et avant ça, malheureusement, on retourne quand même dans le Haut-Rhin, prendre des nouvelles, notamment des secouristes qui étaient à pied d'œuvre. Ce sera juste après le journal de 18h. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Été ou pas, plus on est de fous, plus on rit. Les vraies voix de l'été sur Sud Radio, c'est jusqu'à 19h. Toujours avec nos 4 vraies voix du jour. Bernard Cohen-Haddad, chef d'entreprise. Avec Laurent Jacobelli, député Rassemblement national et porte-parole du parti. Nous sommes également avec Karim Abed, secrétaire général de la CGT Énergie Ouest Île-de-France. Toujours avec nous, Karim ? Oui, tout à fait. En duplex depuis l'Île-de-France où on écoute Sud Radio sur le 99.9 FM et puis depuis le beau Périgord. Béranger, notre vraie voix du jour dans la Dordogne à Sarlat, une des plus belles villes de France et sacrée destination estivale. Toujours présent Béranger ? Non, on va le retrouver. Il aime bien faire l'école buissonnière de temps en temps, mais on va le retrouver dans un instant. En tout cas, tout de suite, je vous propose malheureusement qu'on retourne là où l'actualité dramatique nous a emmenés. Les vraies voix Sud Radio. Direction le Haut-Rhin, où, je le rappelle, cet incendie absolument dramatique a causé la mort de 11 personnes dont on a retrouvé les corps. Nous sommes avec Philippe Auvillers. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, si j'ose dire, dans les circonstances présentes. Vous êtes lieutenant-colonel, commandant des opérations de secours. Première question qu'on a envie de vous poser, évidemment, c'est qu'est-ce qui a pu se passer ? C'est une excellente question. Alors, je voudrais déjà apporter une petite précision par rapport à vos propos. Nous n'avons pour l'instant que 10 corps. D'accord. Le 11e, nous ne l'avons pas encore trouvé. Donc, les opérations de recherche se poursuivent toujours dans les décombres. On sait qu'il y a 11 personnes manquantes, en tout cas, qui étaient présentes. Voilà, on sait qu'il y a 11 personnes manquantes. Nous avons réussi à récupérer 10 corps dans les décombres. Il en manque un à ce stade. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une excellente question. Pour une raison qu'on ne connaît pas et que l'enquête probablement déterminera, un feu a pris dans ce bâtiment, probablement au premier étage. Il s'est développé de manière très rapide, de manière très intense, puisqu'à l'arrivée des premiers secours, le bâtiment faisait déjà l'objet d'un embrasement généralisé. Oui, c'est incroyable. Et donc, ce qui fait que, heureusement pour les gens qui ont pu sortir avant notre arrivée, 6 personnes sont saines et sauves. Malheureusement, 11 des personnes qui se trouvaient à l'étage n'ont pas pu sortir à temps. Et malheureusement ont péri dans cet incendie. C'est dire la rapidité, en tout cas de la propagation de cet incendie. C'était des personnes originaires de Nancy qui étaient abritées dans ce gîte, qui dormaient peut-être pour une partie d'entre elles, je n'en sais rien, mais en tout cas qui venaient et qui étaient en situation de handicap. Comment sont prises en charge les victimes survivantes ? Donc elles ont été prises en charge par une cellule d'accueil des impliqués à laquelle est adossée la cellule d'urgence médico-psychologique et donc c'est la cellule d'urgence médico-psychologique qui a pris en charge les impliqués et qui a également organisé l'accueil des familles. Exactement, je précise à nouveau que dans 50 minutes, à la Forge Winsenheim, là où a eu lieu ce drame, une cérémonie œcuménique aura lieu à 19h dans l'église Saint-Laurent de la ville de Winsenheim. Combien de pompiers ont été mobilisés sur place ? Alors au plus fort de notre intervention, nous avions 76 sapeurs-pompiers. Et en termes d'engins de lutte, nous avions engagé 5 fourgons d'incendie, 3 moyens aériens, des grandes échelles pour parler clairement. Et un certain nombre de moyens de soutien sanitaire, médecins, infirmiers.
J'imagine. Bon, la seule bonne nouvelle ce soir, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés parmi vos camarades, on est d'accord ? Non, effectivement. Bien que le feu ait été particulièrement violent. Vous allez être encore, vous et vos collègues, à pied d'œuvre pour des heures et des heures, ne serait-ce que pour déplier les décombres et essayer malheureusement de retrouver la dépouille de la 11e personne qui est portée disparue. On a peu d'espoir, si je comprends bien, en tout cas pour la survie d'une 11e personne. Ah non, mais c'est clair. C'est clair. Le niveau sinistré, en fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est un volume du coup sur lequel il n'y a plus aucune cloison intérieure, il n'y a plus rien, et il y a globalement sur le sol un tas de gravats et de débris d'à peu près 50 cm d'épais. Oui. Donc voilà, il n'y a plus rien. Et on est persuadé qu'il y avait une 11e personne sur place. En tout cas, toutes les infos, notamment des survivants et des encadrants qui étaient présents, allaient dans le sens effectivement d'un décompte qui allait toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'il manque 11 personnes à la présence. Oui, effectivement. Donc on a la quasi-certitude qu'il manque encore une personne. Mais c'est particulièrement dramatique, évidemment. On a une pensée pour les familles des victimes. Et puis on a une pensée aussi pour vous et pour vos collègues, parce que c'est pas forcément dans les conditions les plus agréables qui soient que vous menez ce genre de travail, mais c'est pour ça malgré tout que vous êtes entré dans votre mission. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de votre temps, Philippe Auvillers. Et bon courage à vous et à tous vos camarades. Lieutenant-colonel, commandant des opérations de secours. Bonne soirée à vous. Vous étiez en direct sur Sud Radio de Winsenheim, de la Forge Winsenheim, où a eu lieu, je le rappelle, cet incendie dans un gîte qui abritait notamment des personnes en situation de handicap originaires de la ville de Nancy. On a retrouvé 10 dépouilles mortelles et on s'attend à retrouver malheureusement le corps d'une 11e victime. Restez avec nous sur Sud Radio, c'est les vraies voix. On se retrouve dans un instant, on va continuer à débattre de l'actualité avec nos 3 vraies voix du jour. 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été sur Sud Radio avec nos 3 vraies voix du jour. Le député RN et porte-parole du parti Laurent Jacobelli, le chef d'entreprise et président du think tank Étienne Marcel Bernard Cohen-Haddad et le CGTiste qui est avec nous aussi en duplex sur Sud Radio, Karim Abed, secrétaire général de la CGT Énergie Ouest Île-de-France. Je vous rappelle notre deuxième débat et je veux vous entendre d'ailleurs 0826 300 300. Comment doit-on, nous les médias, parler du changement climatique? Est-ce qu'on doit en parler de manière alarmiste, moins alarmiste? Est-ce qu'on en parle trop ou pas assez? Ce sera notre débat dans une dizaine de minutes. Mais tout de suite, les actualités relevées par nos vraies voix. Pas de panique, nous sommes des professionnels. C'est tout à fait vrai. Ah bon? Vous causez de quoi? De tout. Politique, spectacle, sport. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Le tour de table de l'actualité. Le tour de table de l'actualité. Karim Abed, vous êtes toujours avec nous. Vous vouliez revenir pour un coup de gueule. Vous dénoncez ce que vous appelez, avec la CGT d'ailleurs, la répression syndicale, c'est-à-dire? Oui, tout à fait. Par rapport à la réforme des retraites, il y a eu une lutte sociale de grande ampleur et on voit aujourd'hui que la plupart des militants et des responsables au sein de la Fédération Mines Énergie sont convoqués. Par exemple, le secrétaire général de la Fédération Mines Énergie, Sébastien Ménesplier, qui est convoqué à la gendarmerie de Montmorency, où il habite. Pareil pour Renaud, qui est le secrétaire général de Marseille. Et j'en cite Christophe, qui est secrétaire général de Bordeaux, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être convoqués? Est-ce qu'on connaît les motifs des convocations de vos camarades à la gendarmerie ou à la police? Non, on ne connaît pas pour l'instant pourquoi ils sont convoqués. On sait que les employeurs des industries électriques et gazières ont déposé plus de 500 plaintes par rapport à des sobriétés énergétiques qui ont eu lieu par rapport à cette réforme des retraites. Je traduis vos propos pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Vous parlez des actions coup de poing qui ont été menées par vos collègues, vos camarades, en tout cas votre syndicat notamment, qui consistait tout bêtement à débrancher le courant pendant le mouvement contre la réforme des retraites. C'est ça qu'on reproche à vos camarades, c'est ça? Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on reproche. Mais vous en doutez. Ce que je mets en adéquation, c'est ça. Après, nous, on a manifesté contre une retraite des réformes qui était injuste et injustifiée.
On s'est mobilisé pendant des mois et des mois en grève. Voilà, on a perdu quand même pas mal, entre 4 et 5 mois de salaire. On s'est organisé dans les entreprises pour lutter, et donc aussi pour défendre le service public de l'énergie face à l'augmentation aussi des tarifs. Ça, c'était le mot d'ordre de la mobilisation. Et du gaz. Mais le souci, c'est que on voit qu'il y a une criminalisation de l'action syndicale et qu'elle est dirigée vers les premiers militants de la Fédération Mines-Énergie CGT. Et que aujourd'hui, c'est quand même. C'est ce que vous dénoncez. Juste pour qu'on comprenne bien, à qui vous avez coupé le courant, à qui ou à quoi plutôt d'ailleurs, parce que c'est pas à des particuliers, je crois. Le courant a été coupé, ce que vous appelez les opérations de sobriété pendant le mouvement. Non, mais la fédération a revendiqué des mises en sobriété énergétique par rapport à la venue du président de la République, de plusieurs ministres, voilà. Donc ça c'est... On vous le confirme parce que Jean-Jacques Bourdin était sur le terrain pour Sud Radio dans le sud-ouest où Emmanuel Macron était en train de visiter un collège et le courant a été coupé juste quand le président de la République était entré. Ça s'est passé en direct sur Sud Radio dans l'établissement. Et c'est ça en tout cas que vous craignez qu'on vous reproche. J'aimerais qu'on en débatte justement. Donc restez avec nous, surtout Karim Abed. Bon, c'est interdit de facto, en tout cas par la loi, de couper le courant de manière arbitraire à des organisations, à des collèges ou autres. Mais en revanche, est-ce que c'est légitime comme moyen d'action? Pour vous, en un mot, c'est oui, Karim? Non, mais après, moi, je le mets en adéquation, mais c'est pas de fait ce qui est reproché aujourd'hui. Il y a des chances. On verra selon. Mais on commence quand même à avoir une liste à l'après-vert de secrétaires syndicaux qui sont convoqués et comme par hasard que la CGT. Donc là, il y a un souci, il y a une intimidation, il y a une intimidation, une répression qui a jamais eu lieu. Et donc nous on restera déterminés par rapport à ça, puisque comme je vous l'ai redit, c'est une réforme qui. Vous êtes toujours contre la réforme des retraites, ça, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. Je vous propose de donner la parole à nos autres vraies voix pour en débattre. Bon, j'ai peur de vous avoir vexé, le patron LCGTiste, parce que je crois que Bernard Cohen-Haddad n'est pas d'accord avec ses moyens d'action. Ah, pas du tout. Pas du tout. Et là, avec Karim, on ne sera pas d'accord. Je respecte le droit de grève, je me suis exprimé pendant les mouvements sociaux, mais je respecte aussi la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté d'aller et de venir. Et je ne suis pas d'accord pour qu'on coupe le courant. Et ce qu'on appelle opération de sobriété n'est pas acceptable, je le dis, c'est un problème de respect. Moi, je crois aussi à la défense du syndicat dans l'entreprise. Ce sont des salariés protégés, mais on ne fait pas ces actions qui ne sont pas des actions réglementaires et qui sont des actions illégales. Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec Karim, je lui dis, et je le regrette, parce que moi je suis pour des syndicats forts, ce qui permet d'avoir dans le monde patronal le dialogue social, on a le droit de pas être d'accord, ça fait progresser la société, ça fait aussi progresser l'entreprise, mais là on a atteint des actions qui sont illégales et je ne peux pas les accepter. Et donc, ça ne vous choque pas en tout cas que certains syndicalistes... Après, si ce sont pour ces motifs-là, puisque... Laurent Jacobelli ? Le droit de grève et le droit de manifester sont deux droits fondamentaux en France. Et on sait d'ailleurs ce qu'on leur doit socialement dans notre pays. La force de notre pays, c'est de l'autoriser et de l'encadrer par la loi. C'est parce que la loi protège ces droits que ces droits aujourd'hui sont respectés. C'est la même loi qui interdit aujourd'hui d'empêcher des commerçants de faire leur activité ou des entreprises de marché en coupant l'électricité. Et donc, on ne peut pas se protéger d'un côté sous le bouclier de la loi pour manifester et en même temps violer la loi en coupant l'électricité. Donc il y a un moment, il faut choisir. Moi, je suis pour le droit de grève. Je participe aussi de ceux qui disent que cette réforme des retraites est illogique, injuste. Nous avons voté contre, que manifester pour cela était légitime. En revanche, quand la loi a été violée, je crois que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que ça peut décrédibiliser le mouvement et donner à ceux qui veulent imposer cette réforme des retraites des billes pour contrer le mouvement populaire qui s'est manifesté. Donc si la raison de la convocation, c'est effectivement ces actions illégales, c'est tout à fait légitime. Si c'est pour critiquer simplement le fait que ces dirigeants syndicaux aient manifesté, alors là, ce serait
serait grave, mais sincèrement, je ne l'imagine pas. Bon, on vous mettra pas d'accord là-dessus. En tout cas, on va continuer à faire le tour de l'actualité. Il y en a une que vous avez relevée, vous, Laurent Jacobelli. Alors, elle est politique, mais elle est aussi musicale. Est-ce que vous reconnaissez peut-être l'artiste à qui on doit ces quelques notes? La banlieue se débat, crête sur un tas de fumée. Les voix du ghetto sont auto-tunées. Le pied au plancher dans tous les tunnels. Micro 9 mm, on va parfumer. C'est le rappeur Medine. Effectivement, vous l'avez reconnu tout de suite, hein, Karim? Oui, bien sûr, c'est un collègue, je dirais. Voilà, tout est dit. On se connaît. Vous vous connaissez? Oui, je l'ai croisé à plusieurs reprises, voilà. Bon, vous serez pas d'accord, du coup, je présume, avec ce que va dire dans un instant Laurent Jacobelli. Pourquoi? Medine a été invité aux universités d'été, corrigez-moi si je me trompe, de deux partis de gauche, d'une part de la Europe Écologie les Verts, et d'autre part la France Insoumise. Et vous n'êtes pas d'accord? Oui, soyons clairs. Chacun a le droit de chanter, de s'exprimer, d'écrire exactement ce qu'il veut dans le cadre de la loi. Moi, je veux pas interdire Medine de chanter. Ce qui me choque, c'est quand des collectivités locales ou des élus de la République l'invitent pour chanter ses chansons. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que moi, il va falloir que la gauche m'explique ce que c'est que la convergence des luttes pour cette gauche bien pensante, les Verts et la France Insoumise qui ont invité Medine. Clairement, c'est pas la lutte contre l'homophobie, puisque ce même Medine nous écrivait en expliquant aux musulmans qu'il ne fallait pas s'assimiler pour ne pas devenir un musulman light qui fasse un peu tarlouse. Une fois encore, je ne suis pas sûr que de tels propos soient à l'honneur de la gauche qui invite ce rappeur. Ce même rappeur qui nous disait qu'il fallait crucifier les laïcars à Golgotha. C'était les paroles d'un titre, mais effectivement, c'est ce qu'il disait dans la parole. Dit, l'imam de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker, serait pour lui un collaborateur. Et puis, moi, j'attends les paroles de Madame Rousseau, qui se dit féministe, quand elle saura que Monsieur Medine dit « J'entends ici s'insurger les pseudo-féministes, toutes ces bourgeoises hystériques, pleine de fumisterie. » Ce rappeur est donc quelqu'un qui a des idées extrêmement nauséabondes. Et ça va plus loin, parce qu'il a des relations nauséabondes, proches de l'islamisme et de l'antisémitisme. Et là encore, j'attends que les voix des pleureuses de gauche viennent m'expliquer en quoi l'ami de Kémy Seba, vous savez, ce suprémaciste noir, condamné pour antisémitisme... c'est un militant... Alors, Kémy Seba est un militant panafricaniste de nationalité... française, effectivement. Bien sûr, Amin Medine est condamné, ou ses relations avec M. Tariq Ramadan. Je pense que cette gauche, aujourd'hui, qui est en panne d'électorat, qui a abandonné les grands principes pour racoler tous les électorats, même les plus critiquables, elle est prête à tout. Elle est prête à tous les sacrifices, la laïcité, la lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Mais donc pour vous, si je comprends bien, il a le droit de chanter, mais on n'a pas le droit de l'inviter à chanter. Mais moi, vous savez, je suis choqué. Je suis élu de la région Grand Est. La région Grand Est a payé un festival pour que Medine vienne chanter ses horreurs. Le même Medine qui a appelé à attaquer physiquement des élus de la République, notamment du Rassemblement National, en simulant, vous savez, avec des piñatas, des attaques, etc. On n'a pas là un chanteur simplement qui chante des propos un peu subversifs. On a quelqu'un qui est lié à l'antisémitisme, à l'islamisme. Et donc, une charge particulièrement lourde pour le coup, mais en tout cas, vous savez, on le dit ailleurs, Aurore Berger l'avait appelé le rappeur islamiste. Aurore Berger qui n'est pas adhérente au Rassemblement National, et loin s'en faut. Vous parlez de la ministre des Solidarités, effectivement. La liberté d'expression, oui. Soutenir des gens dont les propos sont dangereux par des partis politiques, non. Alors la parole brièvement à Bernard Cohen-Adon. Je ne partage pas ces valeurs-là de haine, d'appel à la violence contre les forces de l'ordre, contre des origines. Je ne partage pas du tout cette vision de la culture, y compris de la chanson. Par contre, Karim Abed, vous l'avez reconnu à la première note de musique, vous êtes plutôt fan. Est-ce que vous reconnaissez le rappeur dans le portrait qui vient d'en être fait? Non, mais moi ça me rappelle un peu, je suis pas du tout au courant qu'ils l'ont invité, etc. J'étais pas du tout au courant, donc je l'apprends. Mais ça me rappelle un peu quand il y avait NTM, groupe dont ça avait fait scandale à l'époque. Voilà, et on nous avait empêché, puisque à l'époque, moi, j'étais chorégraphe et danseur, et donc on nous avait empêché, par exemple, dans des villes comme Orange et Avignon, de se produire, que NTM ne devait pas se produire, etc. Donc
Pareil, il y a eu pareil aux États-Unis, il y a eu aussi des groupes comme ça qui n'ont pas pu se produire Alors, une précision d'abord, pour qu'on soit bien clair quand même, quand on parle de la présence de Médine aux amphis d'été de la France Insoumise, aux universités d'Europe Écologie Les Verts, a priori c'est pour y débattre, c'est pour y parler, c'est pas seulement peut-être pour y chanter, mais c'est pas forcément pour un spectacle. Oui, mais ce qui est inquiétant, c'est que la patronne des Verts dit qu'elle a des valeurs communes, et c'est là que c'est inquiétant. Peut-être quelques-unes. Hein. Il vient de faire aussi le clip de présentation du maillot du club du Havre. Oui, il a aussi fait des quenelles. Il a aussi fait un certain nombre d'actes en présence de gens peu recommandables. Donc, une fois encore, être responsable politique, c'est être politique, mais c'est aussi être responsable. Et vous, par contre, en tout cas, dans ce cas précis, Karim Abed, vous différenciez, vous séparez l'œuvre de l'artiste, l'homme de l'artiste, c'est ça ? Oui, mais tout à fait. Et puis il faut interpréter aussi les paroles. Les textes des chansons. C'est pas prendre juste au pied de la lettre ce qu'on dit, parce qu'il y a des fois des métaphores, etc., etc. Ça, c'est un vieux débat qu'on a déjà eu sur d'autres chanteurs aussi. Faut le reconnaître. Déjà d'une part. Mais moi, je me souviens que. Je me souviens que Médine était descendu, je me souviens à la raffinerie en Normandie, une grande raffinerie où on était présents sur la réforme des avec retraites. La CGT Énergie. Voilà, tout à fait, et que il est venu soutenir et débattre avec les camarades. Et donc voilà, c'est pas non plus aujourd'hui, moi je sais pas s'il va chanter, il va pas chanter, il va débattre ceci cela. Il faut aussi laisser la libre expression des gens tout en respectant moi je pense que par rapport à ce que Médine est, moi quand j'ai eu le retour des potes, ils étaient contents que quelqu'un vienne les soutenir, faire écho par rapport à la réforme de la retraite, et ça fait, le message sera passé. Ils auraient peut-être été moins heureux de savoir qu'ils participaient à des réunions d'associations proches des frères musulmans. J'imagine en tout cas. C'était peut-être autre chose. Effectivement, on vous mettra pas d'accord là-dessus, je crois. Je crois pas. De toute façon, c'est pas grave. Les goûts, les couleurs et les opinions politiques, c'est aussi pour ça qu'on est là pour débattre, quoi qu'il en soit. Restez avec nous, on va parler d'un autre sujet sur lequel les gens ne sont pas d'accord. Comment doit-on parler du changement climatique ? Est-ce que les médias sont trop anxiogènes ? Est-ce qu'on a rougi les cartes de la météo quand il faisait chaud ? Spoiler, non, c'est faux. Mais on vous expliquera pourquoi. Comment parler du changement climatique ? À tout de suite sur Sud Radio. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix qui débattent avec Bernard Cohen-Haddad, chef d'entreprise, avec Laurent Jacobelli, député Rassemblement National, avec notre camarade cégétiste Karim Abed en direct sur Sud Radio, en duplex à distance, secrétaire général de la CGT Énergie Ouest-Île-de-France, et puis avec Rémi André, notre monsieur météo qui est avec nous. Vous nous avez rejoint, Rémi André ? Oui, si je suis là, Jean-Marie. Eh bien, ça tombe très bien parce qu'on va parler du climat et de la météo tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le coup de projecteur sur une des polémiques de l'été. Les journalistes ont parlé du changement climatique alors qu'on avait un été pourri et qu'il pleuvait et qu'il faisait froid. Les cartes de la météo sont de plus en plus rouges quand il fait chaud. C'est pour nous angoisser, nous parler du changement climatique. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ? Ça nous amène à un vrai débat surtout. Comment doit-on parler du changement climatique à votre avis ? 0826 300 300. Est-ce qu'on doit en parler de manière alarmiste parce que c'est un phénomène très grave ? Est-ce qu'on doit en parler de manière factuelle ? Est-ce qu'on doit moins en parler ou en parler davantage ? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300 comme Béranger depuis la Dordogne. Vous êtes avec nous, Béranger ? Oui, toujours, oui. Est-ce qu'on est trop alarmiste sur le changement climatique à votre avis ? Alors, moi, je dis franchement, je ne vais pas tourner autour du pot, on est trop alarmiste autour du changement climatique. Ça n'empêche pas de constater qu'il y a de graves problèmes quant à l'influence des activités humaines, de l'industrie, du transport, etc. Ça, c'est évident. Je veux dire, la biodiversité, il suffit de regarder les études des scientifiques, on voit bien qu'il y a un effondrement à tous les niveaux. Voilà. Néanmoins, l'histoire du climat et de la peur, vous savez, faites pipi sous la douche, lavez-vous les dents vite fait. Il y a quand même une part où la peur permet de faire comprendre aux gens qu'il vaut mieux être le plus
réceptif au message du gouvernement possible. Et ça me dérange, parce que c'est pas en faisant peur aux gens qu'on les responsabilise et qu'on les conscientise. Bon, alors je vais vous proposer d'avoir la réponse de Rémi André, parce que c'est lui qui nous donne la météo tous les jours. Est-ce qu'on fait trop peur aux gens? Est-ce qu'on en parle trop du changement climatique, mon cher Rémi? Non, mais là, notre ami de la Dordogne dit tout à fait vrai. On n'est jamais trop alarmiste, mais il faut pas trop en faire non plus. Il faut toujours trouver la bonne mesure. Et puis, en fait, il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, c'est un fait. Il y a changement climatique. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe. Alors là où c'est extrême, c'est-à-dire sur les pôles, par exemple, ou sur les reliefs, où là, la glace est en train de fondre d'une manière très conséquente. Ce sont des milliards de tonnes de glace qui fondent et qui viennent dans les océans. Tout cela est en train de se passer. Donc c'est pas être alarmiste que de dire voilà ce qu'il se passe. En revanche, il faut quand même prévenir tout le monde que dans les 50 ans qui viennent, on va changer de climat. C'est-à-dire que c'est clair, on va vraiment changer de climat et il va falloir que l'humanité s'adapte à un nouveau climat mondial. Vous le voyez aujourd'hui, le mois de juillet vous l'a rappelé. Alors évidemment, on n'a jamais eu aussi chaud sur la planète depuis qu'on fait des mesures. En moyenne, depuis que l'on fait des mesures. Mais il est vrai que si on prend une planète qui a 4,5 milliards d'années, il a déjà fait beaucoup plus chaud. Mais il a fait également beaucoup plus froid. Et dans tous les cas, si on prend cette échelle-là, on n'a plus rien à dire. Mais en revanche, au niveau de l'échelle de l'humanité, eh bien, c'est très important. En moins de 100 ans, eh bien, on a vu le climat changer déjà. Et alors là, depuis les années 2000, là, ça s'est très nettement accéléré par rapport à ce qui s'est passé avant. Alors, après, que l'on en parle d'une manière on va dire, écologique, que l'on en parle d'une manière politique, factuelle, industrielle, tout cela a des effets sur l'ensemble de notre humanité et sur toutes nos activités. C'est-à-dire, c'est nos activités qui ont provoqué ce changement brutal et ce sont nos activités qui, aujourd'hui, eh bien, sont impactées par ce changement climatique. Évidemment, je vais vous redonner la parole dans un instant parce que je voudrais qu'on vienne aussi sur un hashtag qui a fleuri sur Twitter cet été, qui est très fleuri, si j'ose dire, puisque c'était le hashtag sécheresse mon cul. On a accusé les journalistes d'avoir trop parlé de la sécheresse pendant des mois, alors même qu'il pleuvait pendant une bonne partie du mois de juillet. C'est un paradoxe que vous nous expliquerez, mon cher Rémi, dans un instant. Avant ça, comment on doit parler du changement climatique? Karim Abed, est-ce qu'on en parle de manière trop alarmiste? Moi, je pense qu'il faut en parler de façon factuelle. Ouais. C'est tout. Après, c'est vrai que moi qui suis dans le domaine de l'énergie, on voit que on voit qu'il y a vraiment des choses à faire sur le côté renouvelable, sur le côté bas carbone, etc. Donc, moi, je pense qu'il faut en parler de façon factuelle et être force de proposition. Petite question subsidiaire pour vous, parce que c'est intéressant d'en parler aux représentants de la CGT. Mine, énergie. Mine d'un côté, énergie de l'autre. Dans l'énergie, il y a notamment le pétrole. Ça fait aussi beaucoup de métiers dont on pense qu'ils ne pourront plus exister demain si on veut arrêter de polluer. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qu'on en dit quand on travaille dans ces métiers-là? Alors, moi, je suis mine énergie, donc oui. je suis pas pétrole. Non, effectivement, c'est une autre. Pardonnez-moi, c'est la chimie. Vous avez raison, c'est moi qui ai mélangé. C'est la chimie, la pétrole. C'est pas, c'est pas de. Autant pour moi. Tout. Non, mais il y a pas de souci. Et autant pour moi. Et même malgré tout, dans les métiers qui ne pourront plus exister demain, comment on le vit quand on travaille, par exemple, dans une raffinerie? Vous avez des camarades CGTistes dans les raffineries? Oui, tout à fait. Après, il y a par rapport à l'énergie, moi je pense que pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il faut des investissements. Et il faut pas des investissements, et il faut pas se réveiller. On voit sur l'énergie, par exemple, dans les industries électriques et gazières, ça fait au moins 10 ans qu'il n'y a pas eu d'investissement de fait, et que aujourd'hui, on se réveille, il faut mettre les réacteurs, etc. Donc, il faut vraiment un plan, lancer un plan de réduction de gaz à effet de serre, mais un vrai plan avec des vraies solutions à trouver.
et puis mettre l'énergie comme un bien commun. En tout cas, c'est un autre débat, mais on y reviendra et on aura bien compris vos préconisations. Je vais vous redonner la parole, Karim Abed. Comment on doit parler du changement climatique ? Je voudrais recentrer un petit peu le débat que j'ai moi-même décentré. Laurent Jacobelli d'abord. Moi, je crois qu'on devrait parler à l'intelligence des Français et pas simplement à leur émotion. C'est vrai qu'il y a ce climat de fin du monde imminent qui fait que ça autorise tout. Ça autorise les solutions les plus farfelues parce qu'il faut faire quelque chose pour faire quelque chose. Donc on ferme les centrales nucléaires, ce qui fait qu'on n'a plus d'énergie et qu'on ouvre à nouveau des centrales à charbon qui polluent encore plus. Cette espèce d'ambiance de fin du monde autorise le pire radicalisme. On le voit avec le soulèvement de la Terre. Oui, bien sûr, on saccage des choses. Oui, bien sûr, on attaque la police. Mais la planète est en feu et si on ne le fait pas, rien ne se passera. Je pense qu'il faudrait plutôt dire la réalité aux Français. Il y a un changement climatique et il faut trouver des solutions. Les solutions, et ça vient d'être dit, ça passe par l'investissement, un certain nombre de changements d'habitude, la fin de la mondialisation aussi, parce qu'en faisant venir nos produits de Chine plutôt que de les produire localement, et le Covid a été radical. Ça pollue beaucoup plus. Mais jouer sur les peurs pour autoriser derrière les politiques les moins abouties et les moins réfléchies dans l'urgence, c'est pas forcément une bonne chose. Et toutes ces décisions, notamment les taxations, ont bien montré que ça n'aidait pas la cause que c'était censé servir. Donc un peu de sang-froid, un peu de calme, avec de l'investissement et de l'intelligence, on y arrivera. On parle trop d'émotion, on fait trop appel à l'émotion quand on parle du changement climatique. Bernard Cohen-Haddad. Oui, on a besoin aussi de réalité. Je ne pense pas que les journalistes bidouillent. Et d'ailleurs, si les journalistes bidouillaient les cartes, d'autres journalistes leur diraient que ce n'est pas vrai, mais on peut se tromper par contre. Et d'ailleurs, il n'y a pas de réalité là-dessus. Il n'y a que de la connaissance à avoir. On est dans un vrai débat de société qui s'apprécie dans la longue durée. Et aussi dans un changement de modèle. Et il faut y travailler. Il faut y travailler pour cette autonomie stratégique, cette autonomie énergétique. Faire en sorte aussi pour qu'on travaille pour une économie plus juste, plus verte, plus responsable, plus circulaire. La sobriété, c'est aussi ça. Ça ne veut pas dire l'anti-économisme, le wokisme économique. Faire en sorte que nos outils de production soient plus responsables, plus partageux, plus économes. Une meilleure isolation de nos entreprises comme de nos appartements, y compris chez les bailleurs sociaux. Et puis la capacité aussi d'évoluer nos modes de consommation. Ça ne veut pas dire moins de consommation. Une meilleure consommation et puis toujours du made in local. Je crois que c'est important sur les territoires. On l'a vu avec la Covid-19, on a besoin de cette économie de proximité, y compris cet emploi de proximité. Alors revenons, justement sur les paradoxes apparents. Rémi André, Monsieur Météo sur Sud Radio. Je le disais, ce hashtag pas très poli, mais très populaire il y a quelques semaines, qui disait, je cite, sécheresse mon cul. En général, ceux qui écrivaient ça postaient des photos d'eux-mêmes sous la pluie en disant, vous voyez, on nous a trop parlé de la sécheresse alors qu'en fait, il a rarement autant plu un mois de juillet. Comment le météorologue explique un tel paradoxe ? Eh ben, il y a deux choses en fait. Vous avez d'une part la météorologie qui est un phénomène qui se passe là, maintenant et qui a des effets sur un jour en arrière et 2 jours en avant. Donc en fait la météorologie peut vous donner de la pluie et des quantités de pluie parfois conséquentes lorsque vous êtes sous les orages, mais en même temps, eh bien la situation qui se passe depuis un an fait que les nappes phréatiques, elles sont en baisse. Près de 70% de nos nappes phréatiques sont en dessous de la moyenne et même largement en dessous si vous êtes sur la vallée de la Saône, si vous êtes sur le Languedoc-Roussillon où là il n'y a quasiment plus d'eau. Je vous donne un exemple. À Thuir par exemple où vous avez beaucoup de maisons qui ont des puits, eh bien là où vous aviez l'eau à 3 mètres de profondeur, aujourd'hui il faut descendre à plus de 10 mètres. Ce qui fait qu'il y a des situations effectivement comme celle-là, mais d'une manière générale, alors là c'est quand même un bureau national qui s'occupe de tout ça et qui a des points de mesure, eh bien 70% de notre territoire se trouve en dessous de la moyenne. Et 70% de territoire, nous sommes quand même près de, ou plus de 60 millions de personnes qui tirons de l'eau tous les jours pour nos activités. Eh bien, cette eau, où est-ce qu'on va la chercher ? Non pas dans la pluie qui tombe, mais dans l'eau que l'on a stockée. Eh bien, ce sont ces stocks, en fait, qui sont en baisse. Et là, il ne faut pas rigoler avec ça. Donc, ça veut dire qu'on est en situation encore de sécheresse. Est-ce que c'est propre de le dire ou pas en France, malgré la pluie ? Ben, vous pouvez dire ce que vous voulez, de toute façon, c'est un fait. Nous sommes en dessous des valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, il faut faire attention à ces réserves d'eau qui sont par endroits épuisées. En revanche, si vous allez en Bretagne, on ne va pas tous aller en Bretagne, mais nous sommes en excédent. Donc, ce qui fait que là, il y a de l'eau sur la Bretagne. Ne dites pas trop fort, ça a tendance à vexer les Bretons quand on le rappelle. Mais en attendant, ils ont bien de la chance. Écoutez, ils ont de la chance, en tout cas, de ne pas manquer d'eau. Ça, c'est déjà ça. On va le dire de la manière la plus polie et la plus mesurée qui soit. Ça, c'est important. Béranger, quand on dit ça, est-ce qu'on est angoissant ou pas du coup ? Béranger ? Non, ça rééquilibre un petit peu, je trouve. Voilà, et de voir qu'on a un été pourri. Bon, en plus après il y a quand même l'aspect des réseaux sociaux
vouloir un petit peu exagérer les choses pour faire du buzz. Bon, donc c'est pas très sérieux non plus de dire changement climatique, mes fesses, ou je sais plus comment ils ont tourné ça. Il y a quelques boutades, effectivement. Voilà, mais c'est vrai que quand même, il y a une paranoïa qui s'installe autour du changement climatique, et c'est pas l'atmosphère, elle est hyper anxiogène. Moi, je vois des gamins de 12, 13 ans qui font de l'éco-anxiété, parce qu'on met des mots aussi sur tout maintenant, mais qui font de l'éco-anxiété, qui ont peur de l'avenir, du futur, à leur âge. Enfin, vous avez vu des enfants, vous êtes entretenu avec des enfants qui disaient qu'ils faisaient preuve qui subissaient objectivement, non, franchement, pas à titre personnel, quoi. Mais je vois que c'est un phénomène, voilà. Puis d'ailleurs, on utilise un peu, je trouve aussi les gamins pour leur faire tenir des discours des fois qui sont pas les leurs, et ça passe par des figures comme Greta Thunberg, notamment toutes ces mises en scène un peu grotesques, grand guignol, dont les médias, les politiciens raffolent. Mais il faut rester factuel, comme le disait Karim tout à l'heure, et on se concentre sur les faits, rien que les faits, de manière scientifique. Et puis surtout, après, on fait pas de concessions, parce que quand même, il faut quand même dire une chose, c'est que le problème de la pollution, du changement climatique et de tout ce qu'on détruit au niveau de la biodiversité, ça vient de notre mode de vie, de ce qu'on produit, de ce qu'on consomme. Je veux dire, il y a des continents de plastique qui se promènent dans les océans parce qu'on surproduit, on surconsomme du plastique. Ce sont les industriels les responsables, pas les consommateurs. Ça aussi, je tiens à dire, parce qu'on renvoie toujours la responsabilité sur les braves citoyens taxés, surtaxés, et on leur demande de faire le tri, etc. Mais à la base, à la racine, c'est quand même ceux qui produisent les matériaux polluants qui sont les responsables. Donc à un moment, il faut taper un peu du poing sur la table. Les pouvoirs publics, s'ils étaient un petit peu plus cohérents, c'est ce qu'ils feraient. On interdirait totalement le plastique dans certains cas, pas partout, et pas du jour au lendemain, ça peut pas se faire comme ça. Mais on aurait des mesures un peu plus intelligentes et mesurées sur le moyen, le long terme. Alors c'est un vrai sujet ce que vous soulignez. Ce que vous soulignez est un vrai sujet. D'ailleurs, Béranger, bon sujet. On a un chef d'entreprise devant nous. Il y a beaucoup d'entreprises qui en vivent du plastique, y compris en France. Vous allez vers Oyonnax, par exemple, il y a tout un pôle qu'on appelle la Plastic Valley où on produit. Est-ce qu'il faut arrêter ? Il ne faut pas arrêter si c'est pas possible, si c'est pas une attente des consommateurs. Est-ce que vous trouvez normal qu'on vous livre votre pizza alors qu'il y a une pizzeria en bas de chez vous avec une moto, etc. et qu'on vous livre votre canette de soda à 21h parce que vous regardez un match de football et que vous avez la flemme de descendre? Il y a aussi une réalité, tout ça c'est du carton. Il faut dire les choses, c'est un changement de vie. Il faut effectivement qu'on travaille tous ensemble. Mais ça sert à rien de mettre des menaces. Moi je suis effectivement pour qu'on travaille tous ensemble, y compris sur ce que j'appelle la chaleur fatale, c'est-à-dire, vous savez, ces ordinateurs où tout ça, c'est toi qui réverbère, tout ça, il y a des moyens de travailler, il faut que ça prenne du temps. Et c'est pas en se lançant des anathèmes qu'on trouvera la solution. Karim Abed ? Oui, non, mais moi je pense que, il faut, comme je disais, il faut parler aussi de façon factuelle, mais il faut aussi éduquer la jeunesse qui arrive, c'est-à-dire qu'il faut en parler. Moi, de façon éducative aussi par rapport aux enfants. Ça, c'est clair, net et précis. Et moi, je suis d'accord. C'est-à-dire que le Covid nous a ouvert les yeux sur pas mal de choses, sur produire localement. Ça, c'est vraiment essentiel. Au lieu d'importer de je sais pas où, voilà, produisons français. Et produisons au plus près. Sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire. Regardez par exemple les médicaments. Il y a un certain nombre de médicaments en France qui sont en situation de pénurie parce qu'on les produit plus, bien que le gouvernement ait dit qu'il fallait qu'on rapatrie la production. C'est pas facile. Karim Abed, un mot, et ensuite Laurent. Non, mais tout à fait que c'est pas facile, mais il faut le faire. Il faut le faire dans tous les cas. Il faut le faire pour notre souveraineté. Déjà pour notre souveraineté par rapport aux médicaments. Comment ça se fait que 90% du Doliprane, par exemple, soit produit à l'autre bout de la planète. Grand moment. Et alors qu'avant, on faisait comment? C'était bien produit chez nous. Vous faites plaisir à Laurent Jacobelli. Un scoop, je suis d'accord avec Karim. C'est-à-dire que les solutions parfois pour régler le problème du réchauffement climatique ou affronter ce défi, elles ne sont pas les solutions qui nous sautent aux yeux. Taxer l'automobiliste, interdire telle chose. Elles sont parfois plus complexes. Par exemple, avoir une stratégie du médicament en France, ça peut paraître idiot, mais ça lutte contre le réchauffement climatique. Avoir une vraie stratégie d'investissement dans le ferroviaire, ça lutte contre le réchauffement climatique. Et tant qu'on n'aura pas fait tout ça, ce sera vain de demander des efforts quotidiens aux Français qui ne comprendront pas pourquoi on leur demande de se passer de la voiture alors qu'il n'y a pas de train pour les amener au boulot. Et donc, aujourd'hui, on est dans une logique d'accusation des Français de mal se comporter alors que les solutions alternatives sont pas prêtes. On l'a vu avec la voiture électrique, tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a demandé aux Français de changer leur équipement alors que le nouvel équipement n'est pas prêt. Donc, il faut, avec beaucoup de calme et de sang-froid, croire
dans le progrès scientifique, croire en l'intelligence des Français et arrêter de s'agiter comme des poulets sans tête. Et alors maintenant, dernière question, puisque c'est la manière d'en parler aussi qui est le cœur de ce débat. Rémi André, quand on a une information, elle n'est pas anodine, je le redis, qui dit que ce mois de juillet est le plus chaud jamais enregistré dans le monde depuis qu'on enregistre la température, est-ce qu'on doit le dire? Comment on doit le dire? Ou est-ce qu'il faut qu'on arrête de le dire parce que ce serait trop angoissant? Eh ben, il vaut mieux le dire, et puis après, c'est à chacun, comme vous le disiez tout à l'heure, à chacun de prendre ses responsabilités. Mais en fait, on ne peut pas passer à travers cette information. C'est une information. Alors, ce n'est pas une information qui est là pour dire à tout le monde, maintenant, angoissez-vous, voilà ce qui va se passer. Non, parce que ce qui va se passer derrière, quelque part, on le sait, mais on ne le sait pas. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, vous parliez du mois le plus chaud sur la planète, mais en même temps, c'est le mois le plus chaud pour les océans. C'est-à-dire que nos eaux sont en train de se réchauffer. Et là, il va y avoir des conséquences qui peuvent parfois être très bizarre. C'est-à-dire que vous avez, je crois que c'est des Scandinaves qui ont fait une dernière étude sur, vous savez, ces courants marins que l'on a dans l'Atlantique Nord. Oui. Si ces courants s'arrêtent, et ils sont en train de ralentir déjà, si ces courants s'arrêtent, n'oubliez pas que nous sommes à l'ouest d'un continent, et bien de l'autre côté, l'ouest du continent, c'est l'Alaska. Bon, il y a quelques degrés de plus en latitude, mais là, on a du froid. C'est-à-dire que si le courant qui nous réchauffe sur la partie ouest de notre continent européen s'arrête, eh bien nous on risque d'avoir un petit peu plus froid que d'habitude. Alors qu'actuellement, eh bien c'est l'Europe qui est en train de se réchauffer le plus que les autres continents des latitudes modérées. Donc vous voyez qu'il y a des paradoxes partout et on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Donc ce sont des informations, celle-là elle est factuelle. Nous avons actuellement au mois de juillet qui a été réchauffé. Nos océans n'ont jamais été aussi chauds et les conséquences, il y a des conséquences que l'on peut connaître très facilement, c'est les quantités de pluie qui vont s'abattre sur certains pays à partir du moment où il y a également le phénomène El Niño qui est en train de se réveiller, que nous aurons donc des moussons beaucoup plus importantes, avec des eaux plus chaudes, on risque d'avoir des ouragans plus importants et plus forts. Donc il peut y avoir une réaction en chaîne. Quand je vous écoute là, c'est exactement ça. Mais il ne faut pas forcément en avoir peur, mais il faut tout simplement faire comme vient de le dire notre prédécesseur, c'est-à-dire que là, il faut qu'on s'y mette tous ensemble et arrêter de critiquer quand il y en a un qui fait quelque chose, arrêter de les critiquer. C'est-à-dire que là, il faut que tout le monde fasse ce qu'il a à faire. Sauf que quand vous me dites, avec votre douce voix, Rémi André, n'ayez pas trop peur, j'ai l'impression d'entendre le pilote d'avion avec tous les voyants qui clignotent au rouge et qui me dit non, on va bien atterrir, tout va bien se passer. Vous voyez, c'est normal d'être un petit peu inquiet. Mais il y a quelques pilotes qui effectivement arrivent à faire des miracles. Allez, on essaiera aussi de donner les bonnes nouvelles et c'est ce qu'on va faire. Merci à vous, Rémi André. Quand je disais de bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'on parlait de la biodiversité. Vous l'avez rappelé, la biodiversité s'effondre. C'est Béranger qui le disait à l'instant, mais il y a parfois des bonnes nouvelles sur la biodiversité. Événement historique dont on vous parle dans un instant. Direction le zoo du bassin d'Arcachon où est né, et c'est extrêmement rare, tenez-vous bien, un bébé rhinocéros noir. On sera avec le propriétaire de ce zoo, parce que c'est pas tous les jours que ça arrive. À tout de suite. Si le secret du bonheur, c'était de visiter le zoo du bassin d'Arcachon ce soir, pourquoi pas. Bonsoir Patrick Sanson. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le capacitaire du zoo du bassin d'Arcachon. Si on vous appelle ce soir, c'est parce que c'est pas banal, c'est pas commun, ça arrive pas si souvent. Votre zoo a annoncé un événement très rare, la naissance d'un bébé rhinocéros noir il y a quelques jours qui s'appelle Nakuru. Pourquoi c'est si rare ? En fait, la reproduction des rhinos noirs est très rare parce que d'abord, il y en a assez peu en captivité et c'est assez difficile de les reproduire. Ouais. Ici, nous avons eu une naissance en 2019, un jeune qui est né le 6 décembre 2019, et c'était tout un c'est des bébés noirs qui sont nés en France. Ouais. Et là, à nouveau, la femelle, Aniba, un petit mâle également, le 29 juillet. Bon, c'est formidable en tout cas. Quand est-ce qu'on peut aller le voir ? Est-ce qu'on peut se rendre ce soir au zoo du bassin d'Arcachon par exemple ? Est-ce qu'on peut y aller dans la semaine ? Est-ce qu'il est ouvert ? Quelles sont les conditions ? Eh bien, le zoo est ouvert tous les jours à partir de 10h jusqu'à 19h. Bon, bah, écoutez, c'est formidable. Comment ça se passe ? Vous avez beaucoup de touristes ou pas ? L'été se passe bien ? Oui, l'été se passe bien. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud non plus parce que les gens vont en bord de l'eau, mais ça s'annonce pas trop mal. Écoutez. C'est surtout très très mignon. En fait, on dirait un petit boudin antillais. Un petit boudin antillais, votre bébé rhinocéros là, il a une corne ou pas encore ? Il a tout de première corne. La deuxième corne, on la voit pas encore. On la voit pas encore. Ont deux cornes. Ouais.
En tout cas, on vous sent déjà un peu gaga de votre bébé rhinocéros, on est d'accord? Ah oui, c'est vraiment extraordinaire. Je suis enchanté. Alors, on avait souvent parlé du zoo de Beauval quand il y avait eu la naissance des 2 pandas, c'est encore plus rare. Il avait vu un afflux de touristes venus du monde entier. Est-ce que vous vous attendez à ce que ça fasse venir davantage de visiteurs dans votre zoo? Bien, j'espère, c'est surtout une réussite professionnelle indubitable. Oui, c'est une vraie réussite. Comment on fait pour faire en sorte que ça se produise alors même que c'est si rare? Et en fait, il faut mettre le mâle avec la femelle au bon moment. Et Oui, mais ça c'est la base, oui, j'imagine, il faut bien que ça commence. Et pourquoi c'est si difficile? Vrai que pour les rhinocéros. Oui. Mais le problème, c'est de l'accouplement chez le rhino noir. Oui. Alors, je vais reprendre un peu la parole le temps que votre liaison téléphonique s'améliore. Rapprochez-vous de la moindre fenêtre. Je vais gagner un tout petit peu de temps. Mais en gros, vous nous expliquez qu'il faut que ça se passe de la manière la plus facile possible. Bon, tiens, d'abord, je vais faire le tour de nos vraies voix. Est-ce que ça vous donne envie de le visiter le jour quand vous avez un bébé? Bien entendu, et c'est une bonne nouvelle pour les équipes et pour le public. C'est, je trouve, un beau défi. Laurent Jacobelli? Oui, c'est une très belle nouvelle. Et la passion des Français pour les zoos, ça montre qu'ils aiment les animaux et ça nous rassure par rapport au sujet précédent sur la biodiversité et l'avenir de la planète. Déjà ça, il y a des bonnes nouvelles. Karim Abed, vous iriez peut-être vous visiter, pourquoi pas le zoo? Oui, tout à fait, ça serait super intéressant. Je demande à tout le monde si vous allez voir le petit boudin antillais qui est ce à quoi ressemble ce petit rhinocéros noir. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être intervenus sur Sud Radio. Je pense qu'on n'a pas réussi à retrouver Patrick Sanson. Si c'est bon, la liaison est revenue? Vous êtes avec nous, Patrick Sanson? Oui, tout à fait. Ah ben c'est bien meilleur, voilà, exactement. Bon, allez, c'est ouvert de quand à quand? À quelle heure? Alors c'est tous les jours de 10h à 19h. De 10h à 19h. Bah écoutez, ça ferme dans 3 minutes. Embrassez bien le petit bébé, le Nakourou, qui fait ses premiers pas. Il pèse combien d'ailleurs? Il fait une quarantaine de kilos. Mais ah oui, un beau bébé. C'est un gros boudin alors. Il prend entre 1 kg et 1,5 kg par jour. Qu'est-ce que vous lui donnez à manger? Il boit le lait de la maman. Alors, le lait de sa maman, tout simplement. Ça paraît tout à fait logique. Bon courage, bon travail, bonne fermeture du zoo et bonne réouverture. Patrick Sanson, capacitaire du zoo du bassin d'Arcachon. Merci à toutes nos vraies voix de nous avoir accompagnés ce soir. Laurent Jacobelli, député, Rassemblement National, porte-parole du parti député de la Moselle. Exactement, c'est important, très beau département, la Moselle. Merci à vous Bernard Cohen-Haddad, chef d'entreprise, président du think tank Étienne Marcel. Merci à vous d'être venu dans les vraies voix. Et merci à vous Karim Abed, vous étiez en duplex, c'était votre première dans les vraies voix. Est-ce que ça vous a plu? Oui, tout à fait. Ce sera avec plaisir pour la prochaine. Peut-être en direct. Mais pourquoi pas? Vous étiez en direct, mais en plus en présentiel. Exactement. Tout à fait. Vous serez le bienvenu dans nos studios avec plaisir. Secrétaire général de la CGT Énergie Ouest Île-de-France. Les vraies voix sont terminées, mais en tout cas elles reviennent demain. Ne vous inquiétez pas trop, à partir de 17h. On vous souhaite une belle soirée à l'écoute de Sud Radio et pour cela, rien de tel que de continuer à visiter notre magnifique pays. Tout de suite, vous allez retrouver juste après les infos de 19h Gérard Klein sur les routes de l'été, direction une ville absolument magnifique. Vous allez le voir, c'est la ville d'Alès. Il va vous parler de tout, même des étoiles en haut du Chili. Il est comme ça, Gérard Klein. Il visite une région, il vous parle d'une autre. Il en a plein les yeux et il a raison de vous faire rêver en visitant ce magnifique pays. Bonne soirée à l'écoute de Sud Radio.